Ça va? Ah, ça va très bien, Thierry. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah, c'est le marketo, les gens commencent à m'appeler et tout. En ce moment, je suis comme ça. On me propose de remplacer Bernard de la Villardière dans Enquête exclusive. Très bien. Mais j'ai pas encore le diplôme de putologue. Et puis j'ai rien contre l'islam. Enfin, je travaille et tout. Et donc, bah écoute, ça marche bien. Ils m'ont déjà filé mon badge. Ah, t'as un badge? Ah bah oui, pour Ah! Donc voilà, je crois qu'à la rentrée, je serai pas avec toi. Thierry. Merde, Laurent. À moins que tu vois financièrement ce que tu peux faire pour contrer cette attaque. J'accueille Lola Lelan et Benjamin Mafie. Je crois que là, c'est un peu comme si vous aviez eu un César de mort. On ne se connaissait pas. Hein. Vous êtes tous les deux à l'affiche de Versus, un film de François Vallat, en salle le 8 mai. Alors, le pitch, je vais vous le laisser faire. On va voir si vous savez faire un pitch. Le pitch, c'est Achille, qui est joué par Jérémy Duval. C'est un jeune qui se fait agresser très violemment. Ouais. Une grosse agression. Et ça va le marquer. Et il va faire des rencontres après. Et c'est un peu dur de pitcher ce film, quand même. Ben, c'est-à-dire, si on le pitch, on le spoil. Dans l'ensemble, c'est vraiment un film sur la lutte des classes, mais à l'échelle des adolescents, quoi, et sur l'assignation à l'image, parce que chaque personnage essaye de s'émanciper du carcan social dans lequel il est enfermé. Et c'est pour ça que les deux se fascinent et sont dans la haine, parce qu'ils sont radicalement opposés de par leur milieu, mais... Eh ben, Lola, C'est c'est exactement pas mal. ce que... Ouais, c'est la différence entre les filles et les garçons. C'est très bien discuté. C'est la différence entre une fille bien élevée et un garçon mal élevé. Alors Lola, c'est à cause de vous qui pète les plombs, le héros du film, non? Oui, cette Léa, elle, peut-être qu'elle participe... Elle joue un peu avec les deux personnages. Et je pense En fait, elle a un peu envie de baiser avec les deux, quoi. Ah, là on reconnaît la filiation. Pas du tout comme ça que je suis éduqué, mais enfin bon, après... De toute façon, dès que je dis des horreurs, c'est Ouais. de ta faute. Et ben voilà, très bien, voilà. Enculé. On regarde à quoi ça ressemble, Serge. Alors c'est toi le fameux cousin? Alors c'est toi la fameuse Léa? Ils étaient combien en fait? 4 ou 5. Mais ils t'ont pris quelque chose, ça me paraît dingue. 5 contre 1, c'est des lâches. 5 contre 1, c'est la guerre. Vas-y, danse avec moi un peu, non? Non, mais lâche-moi! Lâche-moi, les garçons! Qu'est-ce qu'on fait? Et voilà, Versus de François Vallat. Ça donne envie. Benjamin, alors toi, t'es un peu le blagueur de la bande. On se demande pourquoi. C'était marrant parce que François, le réalisateur, était très différent avec les autres, en disant vraiment dans un moule, dans un truc et tout. Et moi, il me disait, bah, fais ce que tu veux. Oui. Voilà. C'est un peu comme Laurent ici, quoi. Je me souviens d'une prise où il m'a dit, non, coupez. Tu peux pas dire enculé, bite et sodomie dans la même phrase parce que c'est pas possible. Alors, Benjamin, est-ce que tu te souviens de ton premier casting? Oui, et ben j'avais 15 ans. J'étais hyper content, trop content. On me dit, t'as un casting et tout. La veille, j'étais là, j'apprends comme un porc. Et pendant la nuit, j'étais un peu moins content. Le matin, j'étais pas du tout content. Et je dis, non, mais je veux plus y aller, là, je peux pas. Et tout. Il me fait, si, ces engagements, les tiens, t'y vas. Je fais, non, mais moi, j'en ai rien à foutre, en fait, des engagements, donc j'y vais pas. Et il fait, si. Il me met dans la voiture. Moi, j'étais odieux. Je fais, non, je veux pas. Au moment où il t'a déposé, il avait une larme à l'œil et il t'a dit, Benjamin, je suis fatigué.
Bah oui, t'as un père qui fait tout et toi tu le fais chialer, donc je me suis dit... Et puis je sais pas, ça m'a donné la valeur du travail, quoi. Je me suis dit, bon... Et des engagements et des rendez-vous. Ouais. Ouais, je suis toujours à l'heure, à chier, mais à l'heure. On ne plante pas un engagement, jamais. Et toi, c'est quoi ton rêve, alors? À part mon fils. Mais il t'a pas dit qu'il préférait les hommes? Ouais. C'est quoi ton rêve, là? Mon rêve, ce serait... Tourner avec qui? J'aimerais beaucoup tourner avec une femme avec qui j'ai joué dans une pièce de théâtre et j'aimerais beaucoup tourner dans un de ses films. C'est Emmanuelle Berco. Ah bah oui, bien sûr, elle est géniale. Ah oui, très bien. Bon, Emmanuel, si tu nous regardes, et toi, c'est quoi ton rêve? Moi, mon rêve, de pouvoir continuer à faire ce métier, déjà, c'est bien. C'est Ah oui, beau. ça te plaît, là, t'as trouvé ton truc, là. Voilà, appelez-le, c'est mon fils. Mais avec la Il veut tête pas, que il veut pas t'as. me laisser parler à chaque fois que je parle. Parce que la première fois que j'étais venu, j'étais tellement mort de chiasse, tellement c'était horrible. Et je me dis, bon, je vais essayer de faire semblant quand t'es pas à l'aise et tu fais semblant. Et la première phrase qu'il a sortie, c'est quand on pense que j'ai fait ça avec ma bite. Et je suis resté comme ça. Et voilà, Lola Lelam et Benjamin Baffy. Merci. Merci d'avoir été avec nous. Et voilà, j'accueille Tom Villard. Comment ça va? Ça va super. J'ai croisé un gamin, il te ressemble comme deux Ah gouttes ouais. d'eau. Alors c'est... Beaucoup plus beau que son père, hein, franchement. Générique. Deuxième générique. Eh, c'est que des génériques. Que des génériques, après il parle. Flashback. On va démarrer par le dimanche, si vous l'acceptez. Thierry, oui. la semaine dernière, dans les Terriens du dimanche, vous avez reçu Geneviève de Fontenay. Et Geneviève, elle n'a pas vu le temps passer. Elle est restée, je sais pas, 15 minutes en plateau. Mais elle n'avait pas envie de partir. Elle était bien, quoi. C'est vrai. Geneviève de Fontenay, Laurent Baffy, merci. Mais c'est déjà fini? Vous me chassez? Pourquoi? Je peux pas rester? Bah alors, pourquoi je reste pas? Alors, tu me chasses? Mais non, elle n'a pas été chassée. Bouteflika a été chassée, mais pas Geneviève de Fontenay. Non, Ce que j'aime bien, c'est déjà fini. Bah oui. Ouais, ça Non, reste toute la vie. Les femmes te disent souvent ça. Oui. Ouais. Mais t'imagines, quand la grande faucheuse va arriver, elle va faire, Ouais. bah alors, c'est déjà fini. Alors, pourquoi je reste pas un peu? Juste, si je peux me permettre, peut-être Ouais. que sa venue a été un petit peu survendue. Et je peux vous dire un truc. Geneviève l'a promis, elle va cracher son venin. La prod m'avait dit, elle va cracher son venin. En fait, elle va pas cracher. Non, rien du tout. pas une dent, tout au mieux. Ouais. Non, mais non, mais le truc, c'est qu'elle est venue avec un scoop. Alors, je veux dire, j'en ai vu des buzz en télé, des infos lâchées comme des bombes. Celle-là, je l'avais pas vu venir. Et puis il faudrait qu'ils changent la couleur de leur gilet parce que c'est la couleur des gilets qu'on a dans les bagnoles. C'est le principe. C'est le concept. C'est l'idée. Oh putain, tu m'ouvres les yeux là. Faut changer de couleur. J'avais pas fait le Moi non rapprochement. plus. C'est juste, hein. Elle est incroyable. Moi, j'ai pas envie qu'on se moque, parce que vous avez vu comment ils se moquent tous autour de la Ah, table. Gisbert, c'est terrible. Non, non, mais c'est pas bien. Alors, je regarde, il y a les petites fiches qu'a laissé Geneviève dans la loge. Les gilets jaunes, c'est les mêmes que ceux dans les bagnoles. Elle avait noté aussi Yann Moix, qui ressemble quand même vachement au mec qui était chez Ruquier avant. Non, mais... Moi, je suis pas d'accord. On se moque, mais si ça se trouve, c'est elle qui se moque. Et puis il faudrait qu'ils changent la couleur de leur gilet parce que c'est la couleur des gilets qu'on a dans les bagnoles. Ah oui, oui. Bon, alors. C'est le principe. C'est le concept. Oh putain, tu m'ouvres les yeux. Faut changer de couleur.
Eh ben, ils sont vraiment cons, hein. S'ils voient pas que je me fous de leur gueule. Remarque, c'est pratique de jouer la vieille un peu gâteuse, hein. Regarde l'autre con, là, qui se marre avec sa cravate de vendeur de chez Darty. Et le frisé à gauche qui se taille des costards dans des sièges de 205. Non mais, ça a changé, Ardisson, hein. Toujours se méfier, toujours se méfier. On passe au samedi. La spécialité de Laurent Baffy, c'est... Les enfants. Oui. Les beaux enfants. Mais en deux, j'avais quand même foutre la merde. Ouais, oui. Parce qu'il le fait très très bien quand les invités arrivent. En Ah fait, oui, oui, avant, ah, on leur dit, tiens, toi tu te mettras là, toi tu te mettras là. Et non, Laurent, lui, il veut tout Et changer. ça fait que 30 ans que je fais. Oui, ça fait 30 ans. Ah, il est fatigant. Là, ça a failli marcher, ça a failli marcher. il a fait tout le Mais temps. j'imagine Laurent en contrôleur aérien sur les tarmacs d'aéroport, ça devrait être le bordel. Hein. C'est incroyable. Alors évidemment, Laurent, meilleur vanneur, aucun doute. Mais vous avez parlé des Gilets jaunes avec Franck Dubosc la semaine dernière. Ouais. Et on a appris que Laurent, c'est aussi un comique à accessoires. Et le premier qui n'a jamais changé d'avis me jette la pierre. Ouais. Alors, Alors là, ouais. là, moi, j'ai pas compris. Comment peux-tu avoir prévu ça et avoir une pierre dans ta poche? Parce que je prépare Thierry et j'imagine ce que les gens vont dire. Je me suis mis dans la peau de Franck Dubosc et j'imaginais bien qu'il allait dire cette phrase. Et j'avais pas mal d'autres accessoires que je n'ai pas sortis parce que ça ne s'y prêtait pas. Mais tu verras au cours de cette émission, je peux balancer pas mal d'autres objets. Mais si par exemple il avait dit pisser dans un violon ou pousser mes mains dans les orties. J'ai de quoi pisser et j'ai le violon. Bon, bah, très bien. Tout ce que vous avez dit de gentil, de méchant, voire même d'un petit peu enculé sur l'émission, c'est. Cuit. Cuit. L'amour est comme l'oiseau de Twitter. On est bleu de lui seulement pour 48 heures. On commence avec un premier tweet. Skywalkeuse, la oui. sexologue, elle bat trop des cils. Thérèse Argot est venue Ouais. la semaine dernière. Ça doit être le syndrome Vita. Vous savez, j'en Ouais. avais parlé la semaine dernière où elle Ouais. battait des cils extrêmement J'adore quand vite. tu fais ça, On ouais. peut vérifier Thérèse? Regard croisé sur l'église et la sexualité est paru chez Albin Michel. Bienvenue parmi nous. Ouais, effectivement, il y a peut-être un match avec Vita. Attention, top chrono. Ah, c'est Vita qui a gagné, quand même. Vita, grande gagnante, malgré une belle remontada de Thérèse Argot. Mais bon, on passe, Thierry, si vous l'acceptez, au gros dossier de la semaine. Aïe. Avec cet article qui ressort, les terriens du samedi, Michael Youn met à terre Thierry Ardisson. Quoi, pourquoi et surtout comment? La réponse. C'est vous, hein? T'as vu comment je tombe, comment je m'enroule comme ça, tu vois, parce que je ne me raidis pas, je me laisse Il tomber. y a longtemps que tu te raidis plus. Si, vous raidissez un petit peu quand même, une petite... Je suis surpris de le voir. trader, comme ça. un petit trader. Ah, ouais. Non, mais c'est pas grave. Impressionnant quand même. La fin, c'est moi qui gagne. Ouais, la fin est coquine. Bon, Mickaël est couvert de salive. et il a gagné le blind test, Mickaël. Et chaque semaine, il y a le classement des célébrations. Ah oui, oui. On peut voir le top 3 officiel, s'il vous plaît?
si la célébration d'une victoire blind test, ça devient se jeter sur Ardisson. Bah, là, c'est l'escalade de la violence. Ah parce bah qu'entre oui, Emmanuel oui. Petit et Michael Youn, on est quand même en train d'envoyer un message aux prochains invités. Ouais. S'ils veulent être numéro 1, il va falloir vous mettre un pain dans la gueule ou vous péter les genoux, quoi. Là. La semaine prochaine, Hiroko, ne faites pas de blind test, Ah oui, s'il c'est vous plaît. Tom, à la semaine prochaine. Laurent, à tout à l'heure. Et nous, on se retrouve après la pub pour l'Ardiview avec François Langlais. À tout de suite. Salut les terriens du samedi. Avec nous ce soir, il est passé avec succès des courbes de température aux courbes d'audience, Michel Simestre. Il faut se libérer du libéralisme. C'est le message de la star des journalistes économiques, François Langlais. L'acteur qui peut aussi bien jouer la comédie que le drame, les humains que les castors, François Xavier Demaison. Elle aide les jeunes de la télé-réalité à se mettre en couple. On lui demandera si c'est une bonne idée. Elsa Fayer. Et aussi la battle. Pour lutter contre l'alcoolisme, faut-il appliquer les mêmes méthodes qu'avec le tabac? Les moix d'or, les infos de Bizot et Laurent Baffie. 16 milliards de terriens, et c'est lui que j'ai choisi pour l'Ardiview ce soir. J'accueille François Langlais. François Langlais, bonsoir. Très heureux de vous recevoir. Avant de passer à l'Ardiview, le magnéto de Blacko, Serge. Si François Langlais n'était pas devenu l'économiste le plus célèbre de France, il aurait très bien pu devenir mage extra-lucide dans une fête foraine. Évidemment, dans ce genre de métier, le risque c'est de passer pour un charlatan. En fait, pour un économiste, il y a deux manières de se tromper, soit par optimisme, soit par pessimisme. Prenons la crise de 2008. Qui l'a vu venir ? En tout cas, pas les agences de notation qui ont pêché par optimisme. En juillet 2008, David Fanger de l'agence Moody's affirmait carrément que les banques américaines ne font jamais faillite. 2 mois plus tard, Lehman Brothers déposait le bilan. Et pourtant, 2 jours avant la faillite, la banque était encore notée AAA par les experts. Du coup, on pourrait croire que les pessimistes sont plus clairvoyants. Par exemple, l'économiste Nouriel Roubini avait prédit dès 2006 la crise des subprimes. Roubini est tellement pessimiste qu'on le surnomme Docteur Catastrophe. N'empêche, lui aussi se trompe parfois, comme en 2012 lorsqu'il prévoyait que la Grèce devrait forcément quitter l'euro. En économie, les pessimistes se trompent autant que les optimistes. Mais leur avantage, c'est que plus leurs prédictions sont alarmistes, plus on en parle dans le journal. Pour la promo de son dernier bouquin, Georges Hugeux, l'ancien numéro 2 de Wall Street, annonce un tsunami financier en 2020. Voilà un titre accrocheur. De son côté, François Langlais prédit lui aussi que tout va basculer, mais il préfère s'en remettre à la numérologie. Pour lui, une année qui finit en 9, c'est jamais bon signe. C'est comme si finalement, à la fin d'une décennie, ces années cristallisaient toutes les évolutions qui avaient été enclenchées auparavant. Et comme si on se préparait pour l'année en zéro, qui elle-même, justement, ouvrait une nouvelle décennie, à la fois au plan idéologique, au plan de l'organisation de la société et de l'économie. Quant à savoir si la grande crise aura lieu en 2019, en 2029 ou en 2039, alors là, il reste beaucoup plus évasif. Et oui, il me semble tout à fait vraisemblable que nous soyons à la veille d'une vraie secousse financière. Il constate que le protectionnisme se développe, il note que la Chine et les USA se disputent le contrôle du monde, et il remarque que la dette ne cesse d'augmenter. Sa prophétie, c'est que dans les 10 années à venir, tout ça ne devrait pas s'arranger. Alors certes, rester flou, c'est encore la meilleure manière de ne pas se tromper, mais l'Anglais prendra-t-il ce soir le risque d'être plus précis dans ses prévisions ? En tout cas, c'est le moment ou jamais, puisqu'il est ce soir chez Ardisson. Merci. Un commentaire sur l'édito de Blacko ? Vous savez, j'avais un ancien maître qui disait « Une pendule arrêtée donne l'heure 2 fois par jour Oui. ». C'est-à-dire que quand vous faites des prédictions, vous avez intérêt à dire toujours la même chose parce qu'un jour ou l'autre, ça finit par arriver. Ouais. Et tout de suite, on passe à la grande interview de la semaine, c'est l'Ardiview. Alors, François Langlais, rebonsoir. Donc, on vous a successivement qualifié de monsieur propre de l'économie, le journaliste qui compte, l'intervieweur PowerPoint.
Lequel préférez-vous? Ouais, écoutez, le monsieur propre, c'est sympathique. C'est sympathique. C'est évidemment, ça fait référence plutôt à la forme de mon crâne qu'à quoi que ce soit d'autre. mais c'est un signe particulier que je revendique et finalement auquel on m'a identifié, bien sûr. Alors vous êtes aujourd'hui le meilleur pédagogue de l'économie dans les médias. Tout ça avec un parcours atypique, puisque vous avez commencé par des études de lettres à la Sorbonne, Absolument. avant de devenir professeur de littérature à Shanghai, et puis les journaux pour lesquels vous pigiez, vous demandez de vous intéresser à l'essor de l'économie en Asie, et c'est comme ça que vous avez mis le pied à l'étrier. Ensuite, il y aura les Échos, la Tribune, puis BFM, puis France 2, Serge. Vous nous avez vendu successivement plusieurs modèles. 3 hommes politiques que vous avez dit admirer. Quelqu'un qui a précipité la faillite de son pays, un corrompu et un social traître. Honnêtement, quel panthéon. Pesez vos mots, monsieur Langlais. Vous êtes sans doute plus corrompu que ne le sera jamais monsieur Morales. Pesez vos mots. Je vous demande de retirer cela immédiatement. Et alors vous retirez ce que vous venez de dire sur... Je ne retire rien du tout. Vous avez une preuve? Vous êtes capable de dire... Vous traitez monsieur Morales, président de la Bolivie, de corrompu? Vous, monsieur Langlais? La petite amie de monsieur Morales... Ouais. Qui est la mère de son fils, a bénéficié de 500 millions de dollars de commandes publiques. Alors, allez m'expliquer que tout ça est normal. Si c'est le beau... Justement, vous dites, je m'intéresse aux gens... Allez, d'accord, vous avez raison. Et voilà. Oui. C'est dommage, parce que Jean-Luc Mélenchon aurait pu être le représentant de la gauche en France avec une certaine hauteur un peu mitterrandienne. Et finalement, il est le défenseur de Maduro et du Venezuela. C'est horrible, quand même. C'est difficile à comprendre qu'il se soit enferré dans l'histoire de Maduro. Après, sur cette histoire, honnêtement, pour le coup, moi, je m'appuyais sur des informations de l'opposition bolivienne et c'était des informations qui n'étaient pas complètement exactes. Donc, sur cette affaire-là, Mélenchon n'avait pas tout à fait tort. C'est-à-dire qu'il a défendu Morales et finalement, ça n'était pas si bête. C'est honnête de votre part, en tous les cas, de le dire aujourd'hui. Ça n'empêche pas les prises de bec régulières que nous avons eues. Sur le fond, parce qu'effectivement... Avec lui, c'est pas dur de s'engueuler, de toute façon. Alors, en juin dernier, vous avez rejoint TF1. Vous avez rejoint Nicolas Canteloup. Vous avez rejoint Louis Baudin. Vous avez rejoint Ara Prikian. Alors là... Il y a comme une série. Là, on vous voit... Regardez, ça, c'est à la cantine. Vous savez que quand je suis arrivé à TF1, bon, comme dans toutes les entreprises, il faut un badge. Sans badge, on est un citoyen de deuxième classe, puis j'ai oublié le mien. Et donc, je vais voir la personne de l'accueil, je dis, écoutez, voilà, il faut que je rentre. Le type me dit, pas de problème, on vous emmène au bureau. J'arrive au bureau de l'accueil, je dis, est-ce que vous voulez que je sorte ma pièce d'identité? Oh non, mais on vous connaît très bien, non, aucun problème. Il me fait un badge, je monte dans l'ascenseur, je regarde Louis Baudin. En fait, la vérité, je crois qu'on peut le dire, c'est que vous avez de beaux cheveux soyeux et bouclés, mais vous les rasez pour faire plus sérieux, c'est ça? J'ai eu des beaux cheveux naguère, mais il y a quand même un certain nombre de décennies, oui. Vous avez souffert de racisme anti-chauve, par exemple? Pas du tout. De la part de Laurent Delahousse, qui a une chevelure formidable. Absolument pas, on s'entendait très bien. Alors, c'est effectivement... nous n'étions pas sur le même c'est l'inverse. En fait, je pense que vous avez perdu vos cheveux le jour où vous avez découvert les véritables chiffres de l'économie française, qui sont quand même assez tristes. Vous avez perdu d'un seul coup. Ou alors le jour où vous, le libéral, après des mois, voire des années à défendre la rigueur, vous avez déclaré au journal de 20h, la politique d'austérité est un échec total. Non, c'est-à-dire, si vous voulez, en économie, une bonne politique pratiquée au mauvais moment devient une mauvaise politique. Et à partir du moment où tout le monde la faisait en même temps, dans un contexte qui était déjà assez déprimé, on prenait le risque d'entretenir cette crise. C'est ce qu'on a fait en France. Alors, François Langlais, vous publiez chez Albin Michel un livre intitulé « Tout va basculer ». Vous dites, c'est le pitch du livre, c'est la fin du cycle libéral, le début d'un cycle autoritaire. Et c'est vrai, dans tous les pays, on voit bien, on passe à l'autoritarisme, au protectionnisme, et on sort du monde auquel on était habitué depuis des années. Oui, celui auquel on était habitué depuis même des décennies, c'était un monde dominé par le désir de liberté. Qui s'est affirmé dans les années 60 avec l'arrivée d'une nouvelle génération, celle des baby-boomers.
Génération qui s'efface, dites-vous. Oui. Qui s'efface mécaniquement. C'est les lois de la démographie, c'est-à-dire elle part à la retraite, quoi. Hein. Et du coup, se substitue à elle une autre génération et d'autres valeurs qui sont centrées sur le besoin de protection. C'est le contraire. Après désir de liberté, besoin de protection, ça veut dire que là où on baissait les frontières et où on imaginait que le monde pouvait fonctionner sans l'État, eh bien au contraire, on rétablit les frontières et on restaure l'autorité de l'État dans l'économie. Alors, Woodstock, c'est fini. La mondialisation aussi, c'est le retour des États forts. On voit bien ce qu'on appelle l'illibéralisme, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de pays dans le monde où finalement on ne respecte plus les règles élémentaires de la démocratie, en fait. C'est vrai. En fait, justement, ce besoin de protection, le problème, c'est que l'élite libérale traditionnelle, les partis politiques de gauche comme de droite qui gouvernaient les pays démocratiques ne l'ont pas vu. Ils ont continué un peu sur leur lancée, sur le modèle d'avant, et du coup, les peuples se sont tournés vers ce qu'on appelle les populistes. Généralement, quand on regarde ce qui se passe dans l'histoire, on voit qu'après un temps de trouble, qui peut durer quelques années, je pense qu'on est au cœur de cette période-là, les partis traditionnels eux-mêmes se réadaptent et finissent par bien considérer la demande politique des peuples et y répondre. Alors, il y a un truc que j'ai adoré dans votre bouquin, parce que c'est vrai qu'en 81, quand Mitterrand a été élu, je me suis dit, c'est ridicule. À un moment où il y a Thatcher, où il y a Reagan, où le libéralisme est en plein essor, nous, on choisit un gouvernement, finalement, socialo-communiste, puisqu'il faut le rappeler, il y avait quand même 4 ministres communistes au gouvernement Mitterrand en 81, et ça n'est qu'en 84 qu'il y a eu le tournant, où il a remplacé Monroy par Fabius. Donc, effectivement, c'était un contresens de l'histoire absolument épouvantable. Et Mitterrand a essayé de rattraper le train, il l'a très bien fait, puisque après lui, il y a eu Jospin qui a tout privatisé. Donc je veux dire, on ne peut pas leur reprocher ça. Mais alors ce qui est extraordinaire, et vous le remarquez dans votre livre, effectivement, c'est qu'au moment où le monde devient protectionniste, nous, on élit un président qui est l'apôtre du libéralisme. Macron est un has-been, alors. Oui, en tout cas, il est arrivé sur une campagne avec des idées qui sont à contre-temps. À contre-temps dans le monde, mais pas en France. La meilleure preuve, c'est qu'il a été élu quand même. Donc, de ce point de vue, son pari était bon. Mais comme vous l'avez dit pour Mitterrand, finalement, 2 ou 3 ans après son élection, finit par se soumettre à l'esprit des temps. Macron, c'est pareil. Mais c'est pareil. Vous pensez qu'il va faire pareil? Regardez la différence entre le discours de la Sorbonne sur l'Europe, qui était plein de billevesées sur le fédéralisme, un peu les idées de l'Europe d'il y a 20 ans, d'il y a 30 ans. Et puis, ce qu'il a écrit dans la lettre aux Européens il y a quelques jours, ça n'a rien à voir. Une demande de protection, il le dit. Bien sûr. Il le dit très, très clairement, effectivement. Et donc, je pense que finalement, dans un cycle à dominante libérale ou à dominante, au contraire, autoritariste, quelle que soit la couleur du gouvernement, le gouvernement s'y soumet. Il est obligé de s'y adapter. Mais c'est vrai que Macron, et dans le monde entier. Macron est arrivé, il a dit il faut que tout le monde soit milliardaire, Startup Nation. Et là, je l'ai vu cette semaine dire attendez, il faut la jouer collectif. Je ne vais pas faire 66 millions de chèques. Attention, vous allez être déçus par le grand débat. Sous-entendu. Oui. Non, il y a pour le coup un changement de pied qui est assez net. Et à mon avis, il va s'accentuer dans les temps qui viennent. Parce que c'est ce que demandent les gens, quand même. Parce que c'est ce que demande la politique. Et la France, vous l'avez remarqué, toujours un peu en retard. Il y a des pays qui sont toujours en avance. C'est le Royaume-Uni et les États-Unis, le monde anglo-saxon. C'est eux qui déclenchent la révolution libérale. Brexit. Et alors, la révolution libérale, c'est Thatcher et Reagan. Et aujourd'hui, la révolution protectionniste, c'est Trump et le Brexit, bien sûr. C'est vrai. Donc on assiste, et votre livre le raconte très très bien, je dois dire, à un puissant mouvement d'inversion idéologique, donc tout va basculer. Alors vous sous-titrez votre livre 2019, l'année de tous les dangers, et vous alignez sur la couverture toutes les dates où il s'est passé des événements graves. Effectivement, c'est que des dates qui se terminent en 9. Vous êtes passé de l'économie à la numérologie. C'est ce qui vous reste de votre époque Shanghai chinoise? Non, je pense pas. En fait, c'est un peu un gimmick pour justement pointer les étapes de l'évolution de ce cycle libéral. En le faisant débuter en 68-69, et puis 79, justement, c'est le moment où les baby-boomers intègrent l'économie, le libéralisme devient économique. Thatcher, Reagan, 89, c'est l'apogée avec la chute du mur, le triomphe de la démocratie, et Fukuyama, la fin de l'histoire. Et puis, petit à petit, les choses se dénaturent, se caricaturent, se transforment, se détériorent, jusqu'à la crise de 2009 économique et la crise de 2019 politique. Donc là, on est en 1929, là, on est devant la grande crise, non? Je pense qu'on est un peu plus tard quand même, si on avait à faire un parallèle. C'est-à-dire 29, on l'a eu un peu avec 2009, mais on est
probablement devant une rechute de la crise financière, parce ouais. que cette crise financière de 2009, elle était causée par un excès d'endettement. Ouais. Ça ne marche jamais, un excès d'endettement, parce qu'il y a bien un moment où vous devez rembourser et vous n'avez pas les capacités. Et on l'a traité avec un surcroît d'endettement. Donc on n'avait aucune chance de la traiter durablement. Quand on dit les banques n'ont rien appris de la crise de 2008-2009, c'est vrai. Je ne suis pas sûr que ça soit les banques le danger aujourd'hui, parce que justement elles ont été très réglementées, et du coup, si vous voulez, vous mettez les protections là, et les dangers se déplacent. Aujourd'hui, les vrais dangers, c'est ce qu'on appelle le shadow banking, c'est-à-dire la finance de l'ombre, qui n'est pas réglementée et par laquelle transitent des milliers de milliards de dollars, bien davantage que dans le système bancaire classique. À votre avis, est-ce que, oui ou non, la fin du monde est proche? Et si oui, est-ce que ça servira à quelque chose de fermer sa porte à clé? Il faut la fermer toutes les nuits. Ça, Il y a une dernière chose, là, j'en parlais à ma femme tout à l'heure, j'y repense maintenant, c'est la question Colombo. François, est-ce que TF1 vous a demandé de faire Danse avec les stars? Non, mais j'avais ce rêve secret. Je suis content que vous l'évoquiez, comme ça, le message est passé. Alors François, désormais, tout le monde sait qui vous êtes. On va voir si la célébrité vous a changé. On va faire une interview maintenant que vous êtes une star. Alors maintenant que vous êtes une star, est-ce qu'on vous demande votre avis en haut lieu? Par exemple, est-ce que M. Pélisson ou M. Bouygues se disent, bah, finalement, on a un économiste formidable, on va lui demander des prévisions? Pas du tout. Pas du tout? Pas du tout. Ils vous utilisent pas? Non. Et heureusement, ce que j'ai à dire, je le dis à l'antenne. Ouais. Et ils peuvent écouter, oui. Maintenant que vous êtes une star, est-ce que vous avez un peu le melon? Est-ce que je suis le meilleur placé pour répondre à cette question? J'espère que non. Non, apparemment non. Non, puis mes proches font beaucoup de choses pour prévenir cette maladie. Maintenant que vous êtes une star, est-ce que vous avez peur des audiences? Ah, je les ai en tout cas regardés avec beaucoup d'attention quand j'étais responsable d'une émission, bien sûr, ou même quand je contribuais à une émission aussi. Le lendemain, à 9h ou 9h30, on regarde les chiffres. Est-ce que vous faites des selfies avec les gens dans la rue? Oui, ça m'arrive, oui. Ah ouais, oui, ouais. Oui, ça m'arrive, oui. Ça m'arrive même assez Et les gens souvent. vous disent, Monsieur Baudin, faites un selfie avec Vous savez qu'une fois, il y a eu un truc extraordinaire comme ça, une dame qui me dit, mais j'adore ce que vous faites. Ouais. Je dis, ah bon, bah écoutez, vraiment, ouais, je suis content. Mais vraiment, c'est bien, c'est intelligent. Tous les matins, je vous écoute. Je suis à RTL. Tous les matins, je vous écoute. Et puis en plus, c'est drôle. Je dis, oui, j'essaie de mettre un peu d'humour. Et j'ai compris qu'en fait, elle parlait de Canteloup. Ah ouais. Et je n'ai jamais osé la détromper. Le nombre de fois où les gens me disent, Monsieur de Chavannes, pourquoi on ne ferait pas une photo ensemble? Est-ce que maintenant que vous êtes une star, vous allez faire des implants? Non plus. Ah ouais. Vous allez garder votre votre visage de monsieur propre. C'est devenu une façon d'être. Hein. Est-ce que vous droguez maintenant que vous êtes une non star? Plus. Enfin, disons, je bois du vin. Maintenant que vous êtes une star, est-ce que vous avez une assistante super sexy? Mais je n'ai pas d'assistante. Non. Enfin, j'en ai une collective. Faut leur demander. Ouais. Maintenant que vous êtes une star, donc, est-ce que vous couchez avec les fans dans votre loge? Non. Mais si elle se présentait, peut-être. Mais... Voilà, François Langlais, merci d'avoir été avec nous. On se retrouve après la pub pour les terriens du samedi. À tout de suite. Go down. Salut les terriens du samedi. Bienvenue dans l'émission qui vous aide à vous faire votre panthéon avec Laurent Baffy. Et maintenant, j'accueille Yann Moix. Comment ça va, Yann? Ça va? C'est mon fils aîné, lui. Ah, c'est l'aîné, lui. Hein.
Ça va bien? Très bien. Vous êtes heureux? Presque. Bon, regarde, ça se voit sur sa gueule. Non, il a l'air bien aujourd'hui, là. Votre émission sur Paris Première, ça se passe bien? Vous êtes le seul à en parler, ça me réchauffe le cœur. Ça va bien, quand même. Il y a bien au moins 2-3 personnes qui la regardent, quand Oui, même. vous, votre femme et votre chien. Alors, Yann, vous décernerez tout à l'heure votre Wax d'or. Quel est le thème de la semaine? Les mauvaises plaisanteries. Les plaisanteries de très, 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 très mauvais goût. Mais d'abord, c'est l'heure de la battle. Alors, battle de ce soir, pour lutter contre l'alcoolisme, faut-il appliquer les mêmes méthodes qu'avec le tabac? Avec Nathalie Delatte, Perico Légas, Michel Reynaud et Patrick Bouchard. Nathalie Delatte, bonsoir. Vous êtes vigneronne C'est cela. et sénatrice de la Gironde. Voilà. Ça peut arriver. Bienvenue parmi nous. Perico Légas, bonsoir. Vous êtes critique gastronomique et rédacteur en chef du service Savoir-Vivre au journal Marianne. Bienvenue parmi nous. Michel Reynaud, vous êtes psychiatre, addictologue et président du fonds Action Addiction. Bienvenue parmi nous. Patrick Bouchard, bonsoir. Vous êtes consultant, alcoologue, enseignant à la fac de médecine Paris 5 en alcoolologie, et vous êtes vous-même un ancien alcoolique. Et vous publiez Il suffit d'une rencontre chez Flammarion. Bienvenue parmi nous. Alors, avant toute chose, l'édito de Blacko Serge. Le tabac tue plus de 70 000 Français chaque année. D'ailleurs, c'est marqué en gros sur les paquets, fumer tue. En revanche, l'alcool tue plus de 40 000 personnes par an et sur les bouteilles, aucun message sanitaire. Ah si, au dos, il y a un pictogramme obligatoire pour interdire l'alcool aux femmes enceintes. Mais comme la loi n'a pas fixé de taille minimum, il fait en moyenne 4 mm de diamètre. Du coup, Agnès Buzyn, la ministre de la Santé, voudrait agrandir la taille du logo. Mais c'est pas gagné. Il a suffi qu'elle dise que le vin est un alcool comme les autres pour indigner son collègue de l'agriculture. Je n'ai jamais vu, à ma connaissance, malheureusement peut-être, un jeune qui sort de boîte de nuit et qui est sous parce qu'il a bu du Côte-du-Rhône, du Creux-Hermitage, du Bordeaux ou des Costières de Nîmes. Jamais. Pourtant, d'un point de vue scientifique, la molécule d'alcool du vin est exactement la même que celle du whisky ou de la vodka. Mais c'est vrai, dans le vin, il n'y a pas que de l'alcool. Il y a aussi les 500 000 emplois de la filière viticole, les 13 milliards que ça rapporte à l'exportation, et puis il y a aussi une longue tradition, des paysages, bref, un bout de la France. N'empêche, l'alcool tue. L'alcool peut provoquer des cancers du foie. Mais savez-vous qu'il provoque 2 fois plus de cancers du sein et aussi des cancers du côlon et du rectum, de la bouche, du pharynx, de l'œsophage et du larynx? 7 cancers sont liés à l'alcool. Alors, pour sauver des vies, le mieux, ce serait d'augmenter les prix, comme pour les cigarettes. C'est très efficace, puisqu'en 3 ans, plus d'1,5 million de Français ont dit stop à la clope. L'an dernier, les Écossais et les Irlandais ont fixé un prix minimum pour l'alcool. Ça évite que les jeunes se bourrent la gueule trop facilement. En France, des médecins ont proposé de faire pareil en fixant le prix minimum d'une bouteille de vin à 3,50 €. Salauds de médecins. Sous prétexte de sauver des vies, ils veulent flinguer l'économie. Alors ça, non. Comptez pas sur Macron pour critiquer le pinard. D'autant qu'il se présente lui-même comme un buveur. Un buveur de vin rouge, plutôt de Bordeaux, au moins un le midi et un le soir. Ah bah oui, voilà que notre président sombre dans l'alcoolisme. Pour votre santé, l'alcool c'est maximum 2 verres par jour et pas tous les jours. Alors il va falloir que notre président picole un peu moins. À la vôtre, déjà. Santé. Oui. Je fais ma tournée. Et voilà, c'était l'édito de Blacko, mise en image de Julien Grappe. Bravo à tous les deux. Alors, pour lutter contre l'alcoolisme, faut-il appliquer les mêmes méthodes qu'avec le tabac? C'est-à-dire que 25% des Français boivent trop d'alcool, ce qui donne quand même 41 000 morts par an.
Alors, on commence avec Michel Reynaud, médecin addictologue. Vous tirez la sonnette d'alarme. 20% des gros buveurs consomment 80% de l'alcool vendu. Et quand le gouvernement fait campagne sur l'alcool, c'est maximum 2 verres par jour et pas tous les jours, pour vous, c'est pas assez finalement. On pourrait presque être surpris par ces chiffres, c'est-à-dire qu'il n'y a que 20-24% des Français qui boivent au-delà de 2 verres par jour. Je ne sais pas quelles sont vos normes, quels sont vos repères, quels sont ceux dans la salle, mais finalement, 20% des Français qui boivent de façon dangereuse, c'est pas beaucoup. Non. Après, il faut s'en occuper, il faut les soigner. Le problème, c'est que ces 20%, c'est 80% des ventes, et donc 80% de la richesse des filières. Et c'est 80% des dommages, les 40 000 morts, les 800 000 hospitalisés. On pourrait vous raconter des tas d'histoires pour faire pleurer Margot, mais c'est pas le style de la maison, là. Mais nous, depuis des années, on récupère des gens qui souffrent, on les accompagne dans la fin de leur vie. Enfin bon, toutes choses pas terribles. Et c'est également donc 80% des violences familiales, violences sexuelles, violences sociales, quand vous regardez les faits divers. Donc l'alcool, ça fait beaucoup de bien. Le vin, c'est très agréable, mais ça n'est pas bon pour la santé, on n'a pas le droit de dire ça. Et c'est un produit dangereux. D'accord. Alors vous êtes choqué par les propos du ministre de l'Agriculture, Didier Guillaume, qui dit « Le vin n'est pas un alcool comme un autre ». Il dit « Quand les jeunes font du binge drinking », évidemment, c'est jamais avec du vin. Qu'il aille se promener dans les rues de la soif dans l'ouest, mais également dans les fêtes dans le sud de la France ou également dans le Bordelais, il verra que les jeunes se saoulent au vin. Les férias, le Beaujolais nouveau. On n'a pas le droit de dire ça. Quand on est dans cette position-là, on n'a pas le droit de dire des choses. Il est ministre, le mec. Oui, il est ministre. Et c'est un petit peu embêtant quand même, parce que la parole, normalement, du gouvernement devrait être une parole équilibrée. Ça s'arrose, non? Ça s'arrose. Nathalie Delattre, sénatrice de la Gironde et vigneronne, vous dites le vin n'est pas un alcool comme les autres. Le vin, c'est la France. Il fait partie du patrimoine et de la culture française. On ne peut pas l'associer vulgairement au reste des alcools. Tout à fait. C'est vrai que nous ne nions pas que le vin contient une molécule qui s'appelle l'éthanol, qui est donc l'alcool. Mais surtout, le vin ne peut pas être réduit à une molécule chimique. C'est effectivement, peu de gens le savent, il est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO parce qu'il fait partie de notre culture, de notre art de vivre et de l'image de ces Français qu'ils ont de cette consommation d'alcool qui est modérée. Et aujourd'hui, on voit bien, et les chiffres qui sont indiqués notamment par Blacko, alors soit sur les tués, vous parlez de 40 000, l'Ordre des médecins parle de 18 000, ou bien sur les comportements déviants, on peut dire, vous parlez de 25% d'un Français sur 4 qui a des comportements déviants. Les chiffres, on peut leur faire dire ce qu'on veut, parce que sur la dernière campagne, il y avait 3 critères. 2 verres maximum par jour, 10 verres maximum par semaine et des jours d'abstinence, des jours où on ne boit pas d'alcool. Il suffit que Laurent, par exemple, boive un soir 3 verres d'alcool et il est inscrit dans les 25% de Français qui ont un comportement déviant. Alors non, je crois que le chiffre réel, c'est que 97% des Français ont intégré la modération, boivent effectivement dans ces normes. Et les normes que nous prenons depuis longtemps, nous, les viticulteurs, sur cette modération. Alors, Péricot-les-Gaz, dont vous dites, vous, le pinard a été pendant longtemps une source d'alcoolisme en France, mais aujourd'hui, c'est fini. Le pinard a fait des ravages. Le gros rouge qui tâche, qui était bu parce qu'il était bu comme de l'alcool, a été un drame national. Et c'est grâce à ça que le rôle du corps médical a été fondamental. Le vin n'est pas de l'alcool. Le vin est une boisson alcoolisée dans laquelle il y a de l'alcool. On ne boit pas. Non, non. Quand on boit un alcool fort, c'est pour se saouler. C'est parce que même si c'est un whisky ou un cognac ou une eau de vie, c'est pour avoir quand même l'effet alcoolique. Le vin, c'est un tout dans lequel, effectivement, l'alcool a sa part de bonheur et de plaisir. Mais on ne boit pas le vin, on l'a bu. Et il y a encore des gens qui boivent du vin pour s'alcooliser dans une pathologie. Mais nous ne sommes pas dans la pathologie, cher docteur. On est dans, ça s'appelle la vie. La voiture tue, docteur.
Mais à 80 ou 130 km/h, elle tue moins qu'à 250. Mais je ne dis pas, moi, la voiture tue. Et pourtant, on pourrait dire, la voiture tue, donc il ne faut pas conduire. Voyez. Donc, vous êtes là en train de jeter un anathème. Non, sans je jette aucun pas recul. l'anathème, j'adore Mais les grands si on vous vins, écoute, je on ne les voit plus connais rien. un peu, Mais je non. fais les caves comme tout le monde. Vous êtes des intégristes sans concession. Nous boirons du vin. Accompagnez-nous dans cette consommation du vin. Accompagnez-nous dans la mort ou dans l'empoisonnement en nous freinant. Ça et Mais là, ne jetez pas des ça et là, anathèmes. on le fait, Mais on parce ne- que on ne jette pas l'effet est d'anathème. contraire. Bien. Patrick Buchard, donc vous publiez Il suffit d'une rencontre chez Flammarion. Alors vous êtes un ancien alcoolique en fait. Vous avez été sauvé par un ancien buveur. Alors j'aimerais bien que vous disiez déjà un ancien malade alcoolique, parce que c'est une maladie. Un ancien malade Oui, parce que alcoolique. la connotation d'alcoolisme, vous la connaissez tous, hein, c'est une connotation négative. Et moi, je suis un ancien malade. Ouais, vous Ici- avez bu votre dernier verre à 30 ans. Hein. 30 ans, oui. Voilà. Et là, vous décidez à partir de ce moment-là de venir en aide aux malades alcooliques. Et en 1989, vous ouvrez le premier cabinet d'alcoolologie en entreprise. Après avoir fait 6 années d'études supérieures. C'est-à-dire que le jour où j'ai arrêté de consommer de l'alcool, je suis devenu un peu intelligent. Moi, c'est je le ne contraire. l'étais pas. Je te donnerai l'adresse, Bafi. Hein. On en a sauvé quelques-uns. Là, vous comme avez ça. sauvé 1500 malades en les réinsérant dans le monde du travail. Donc, bravo. Ouais. C'est-à-dire que moi, on m'a appelé pendant 30 ans à des postes de travail pour m'occuper de salariés alcoolodépendants qui dysfonctionnaient notoirement au poste de travail et qu'il fallait que je réinsère au poste de travail plutôt que de les licencier. Vous dites on a été beaucoup trop laxiste pendant 30 ans sur l'alcool. Oui. Il y a une véritable omerta. Et aujourd'hui, on crée des générations d'alcooliques. Et vous avez une phrase terrible. C'est l'alcool, c'est l'équivalent d'un Boeing plein par jour qui s'écrase. Exact. Moi, je suis donc un alcoologue de terrain, donc je vois les choses. Je suis le seul, à chaque fois que je rentre quelque part, à reconnaître quelqu'un qui a un problème d'alcool. Perico, ça se voit qu'il picole. Ah ben, Perico, il faut qu'il perde des kilos, là, c'est sûr. Voilà, Perico. On peut grossir sans boire de vin. Oui, mais là, c'est peut-être pas le cas. En même temps, sa femme est mince comme tout. Donc, Elle boit plus que moi. Eh oui, oui. Elle m'a vidé toute ma cave. Elle va se barrer. Il l'a Une visité fois qu'elle aussi, sera virée, la cette cave va se Quand faire. elle sera vide, elle va se casser, Je j'espère. suis sûr, moi. Il y a du boulot à faire sur Ouais. les consommations excessives d'alcool, parce que tous les alcoolodépendants viennent d'une consommation excessive. Je mettrai jamais le Chinon et le Beaujolais Village sur le même rang que les prémix que l'on boit pour se saouler dans les fêtes. Enfin, c'est aberrant que vous puissiez... Oui, alors attendez. C'est un amalgame. Une grande partie un des amalgame ventes, milité. Appelez-les avec vous autour de la table. C'est à vous de les appeler, c'est pas à Oui, nous. mais on les rencontre, on les éduque et on les raisonne, heureusement. Laurent. Je voulais dire un truc important. Un verre, ça va. Pardon. Voilà, c'est après, oui. Alors, faut-il vendre le vin très cher comme on a fait avec les cigarettes? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un paquet de clubs, ça vaut 10 euros. Quand même. Le verre de vin, comme il y a la même quantité d'alcool dans un baby de whisky ou dans un boc de bière, l'unité d'alcool, on propose qu'au lieu d'être à 15 centimes dans le vin, elle soit multipliée par 3. Ouais. 300% d'augmentation. Ça fait la bouteille à 3 euros. Est-ce que les vins que boit M. Perico sont à moins de 3 euros? Tous ceux dont on parle. Si, Et je ceux bois des vins à 100 euros, je bois des vins à 3 euros, je bois tous les vins. 3 Et- euros. c'est quand même meilleur, c'est mon métier. C'est quand même meilleur les vins à C'est 100 mon euros quand métier. même, non Mes lecteurs C'est me mon demandent- métier, Mes lecteurs me demandent des vins à 5, Les 6, 7 lecteurs euros. te par demandent. exemple. Toi, t'aimes pas ça, mais les lecteurs te demandent. Voilà. Les bouteilles à 1 euro, le litre à 1 euro, les bag-in-box, le j'aime rosé pas ça. sucette, les quantités d'alcool à bas prix, de vin à bas prix qui sont importés pour être francisés, Ça, c'est horrible. revendus à bas prix. c'est Alors, horrible. et c'est ça qui fait les grosses C'est consommations. l'Europe qui fait du mal. C'est l'Europe qui Je fait n'ai rentrer en rien France contre le des Bourgogne vins ou le infâmes. Bordeaux. Moi, je suis pour le rétablissement très mesuré et très modéré d'une consommation régulière du vin. C'est une boisson de table, c'est un complément du repas. Madame Delattre l'a dit, ça fait partie de notre patrimoine culturel. Et plus on fera de pédagogie, plus il y aura d'accoutumance à une consommation modérée de vin, moins nous aurons d'alcool. Vous en faites encore un objet satanique de punition, de sanction, de 75% des Français Oui. boivent moins de 2 verres par jour, C'est monsieur. pas une question de taxes. C'est vraiment parce qu'il faut aujourd'hui que nous accentuions cette politique de prévention positive. Et tendons la main pédagogie vraiment à l'école. de la pédagogie, À l'école. effectivement,
savoir effectivement boire. Et ensuite, bien sûr, il faut s'occuper, et c'est très urgent et très rapide, s'occuper des gens qui sont en souffrance par rapport à ces consommations excessives d'alcool. Et là, nous sommes... Mais là, franchement... Parce que j'ai des informations, je peux vous dire que vous seriez plutôt Mais vous ne inquiet. leur tendez pas la main. Vous êtes moralisateur. Vous ne faites pas de la prévention, vous êtes moralisateur. Oui, qu'est-ce que tu veux dire, Laurent? J'ai retrouvé ma phrase. Ah, vas-y alors. Alors, un verre, ça va. Ouais. 2 verres, ça va. 3 verres, ça va. 4 verres, ça va. 5 verres, ça va, très bien. Ah bon? Fais bonjour les dégâts, moi. Ah, bah chacun son barème. Hein. Michel. Non, ça m'amuserait si je n'avais pas en permanence vu des gens totalement détériorés, abîmés. Vous êtes allé à Garches des voir vies les cassées. accidentés de la route? Oui, je suis allé à Garches. Arrêtons la voiture. Arrêtons la voiture. Arrêtons l'alcool. Arrêtons. Vous avez vu les tiers de la maladies respiratoires. Un tiers de la mortalité Les maladies alcoolique, c'est des respiratoires. gens qui les cancers boivent du poumon, sans parce que forcément nous être sortons des plus en ville alcooliques. signé avec un masque à gaz. Monsieur, vous nous mettez dans une caverne, c'est intenable. Thierry, moi je suis pour l'ouverture. Deuxième cause de mortalité évitable. Donc évitez, il faut qu'on évite ça ensemble, ok? Il faut que vous avanciez sur ces discussions. Mais évidemment, on et arrêtez de... fait des efforts quotidiens. Non, arrêtez. Patrick, Non, mais moi, Patrick, j'aurais dit- non, ça veut dire moi, reconnaître- ce sketch, je l'ai déjà vu une fois. C'est-à-dire, vous avez des gens qui sont favorables à la chasse et d'autres qui sont contre la chasse. Et les gens qui sont favorables à la chasse, vous dites, on va co-construire des solutions. Non, ils veulent continuer à aligner les animaux. moi, je réduis et la vous, c'est consommation. pareil. Ils vous disent, on va co-construire. Vous dites, on va co-construire. Vous co-construisez rien du tout. Vous avez envie de continuer à vendre du pinard et à boire du pinard. C'est pas vrai. Et vous faites semblant de dire, on va discuter. Et c'est exactement comme la chasse. En ce moment, la société est en train de changer. Vous avez des familles qui vont bientôt, si les producteurs ne bougent pas, se porter partie civile pour porter plainte. Comme le contre les tabac, producteurs- c'est-à-dire que, est-ce qu'il y a contre des les gens- producteurs d'alcool. Patrick, ça, c'est important. Et là, il y a de la matière. Alors, ils vont Et faire des j'aimerais bien, procès, moi, ils vont que faire les- des procès à Madame Delattre en Mais non. disant mon père est devenu alcoolique, mon père est mort à cause du pinard qu'il vous a acheté, je vous attaque au tribunal. Attention. Alors, c'est la vraie question. J'entends de savoir quel est le Papa. tribunal de la République française qui condamnera un producteur de vin parce qu'il y a eu consommation Non, parce d'alcool que- abusive. Vous en rêvez? Parce que vous rêvez Non, de la non, société. on rêve pas de ça, on rêve pas de ça. Vous êtes des apportistes de la On santé. rêve pas de ça. Absolument. Difficile de Vous rêver êtes de des ça. bizarristes idéologues. On rêve Vous pas êtes de des ça. intégristes de l'amiral. Non. Alors Thierry, Attention, Madame Delattre. non, voilà. Vous voyez, ça- 9 verres, tu vous te dis voyez, ça bon. vous fait peur. Il y a un Je producteur. suis sous On va arriver. Pas un contron, quoi. Madame On va Delattre. arriver au Jéroboam. Madame la Je suis sénatrice. absolument pas d'accord avec ce que vous dites parce que nous sommes des producteurs responsables. Comme Nous les avons chasseurs qui vous disent qu'ils sont responsables. Mais- Oui. Et nous avons. Ils continuent à aligner des biches le Mais pas du dimanche. tout. Mais Il nous faut dire avons que c'est le effectivement produit le plus remis à agréable. la ministre de la Santé des propositions. Le pictogramme des femmes enceintes. Voilà. Nous avons proposé que ce pictogramme soit grossi. Cela ne nous pose aucun état d'âme. Bien au contraire, Ah, ça va, nous eh, sommes. sur une bouteille nous de sommes Pétrus, favorables. ça va être Mais moche non. quand même. Alors, Ah non, c'est moche. moi j'achète pas Mais du non. pinard avec des Mais pictogrammes. je suis désolée. Au prix où ça coûte. Je suis désolée, mais si, il faudra bien Ah, bon, l'acheter d'accord. avec le pictogramme des femmes enceintes parce que c'est un vrai combat que nous souhaitons mener et nous le disons avec fierté. Ça fait partie des combats. On veut mener plein de combats avec vous. Ne nous rejetez pas. Acceptez notre aide. Nous avons mis en place un fonds de prévention. Nous avons des moyens humains et financiers à Vous voulez apporter. mener ces Ne coupez pas la malade sénatrice. Non, attention. Non, maintenant on est dans les pictogrammes, justement. Est-ce que la solution. Parce que moi, quand j'achète un paquet de clopes, quand même, dessus, je vois un cancer et tout. Bon, alors qu'est-ce qu'on fait? On met des caches. Moi, je fume moins, effectivement, mais ça me fait peur. Est-ce que sur les bouteilles de vin, est-ce que vous voulez, mon cher Bichard... Moi, je mettrais 10 verres maximum. Non, mais est-ce que vous voulez qu'on mette des foies de cirrhosés, des foies ça- malades, non, mais des ça foies jamais, tordus? pour moi, ça n'a jamais fonctionné. sur les Moi, cigarettes, ça marche, j'aimerais mieux, et je le dis depuis des années, que les taxes qui sont perçues par le gouvernement, Oui. les taxes perçues par l'alcool pour les gouvernements, ainsi que les producteurs d'alcool mettent la main à la pâte. Si on mettait 1%, ne serait-ce qu'1%
Mais on peut le faire demain, ça. Hein. Ouais, Mettre 1% pour la prévention. Bien que les taxes, vous savez que les taxes, elles vont. Regardez la taxe carbone. Les taxes, elles vont jamais là où Mais elles oui, doivent oui, aller. oui, oui, mais là, D'autant que les campagnes publicitaires. là, je sont rêve. financées. Là, je rêve. Je suis en train de rêver. Avez-vous réfléchi à un monde sans pathologie alcoolique, vous seriez chômeur. 12, monsieur. Vous n'auriez plus rien à faire. J'espère. 12 sur la paille. Bon, alors on y va. D'abord, on s'occupe de toutes les addictions. Il y en a Alors, d'autres. toutes Il y a, les vraies, il y a pas le des- cannabis. pas Mais celle-là. la pire en France, c'est celle-là. C'est celle qui tue le plus et c'est celle qui détruit le plus. Je voudrais juste faire remarquer quelque chose pour conclure. Oui. L'homme qui a sauvé le monde libre, c'est après Winston Churchill. Alcoolique patenté. Hitler ne buvait pas une goutte d'alcool. Oh là là. Voilà ça. Yann conclut. Chaque semaine, Yann conclut. Il y a quand même quelque chose chez l'être humain qu'on oublie, c'est effectivement cette affection pour l'addiction. L'addiction, c'est très important. Pourquoi est-ce qu'on voudrait supprimer les addictions? Il est vrai que dans l'addiction, il y a toujours une pulsion de mort. Même quand c'est une addiction au sport, ça pue la mort, l'addiction. Les types qui font 50 km par jour, moi je m'en méfie. Les mecs qui vont à la piscine tous les jours, par exemple. Oui, mais, non, mais je veux dire, 4, 5, 6 heures, il y a quelque chose que j'aime jamais trop là-dedans. Et encore que, bien sûr, il y a le vin, il y a l'alcool, il y a le tabac, etc. Mais comment est-ce que vous voulez supprimer le fait que les gens veulent peut-être se supprimer eux-mêmes? C'est-à-dire que la vie est une possibilité, mais c'est pas une obligation. Qu'est-ce qu'on fait quand, vers 15 heures, une sorte d'angoisse vient s'infiltrer dans l'organisme et qu'on ne peut pas lutter contre? Qu'est-ce qu'on fait contre l'ennui? Qu'est-ce qu'on fait contre la pulsion? Qu'est-ce qu'on fait contre le fait? Comment est-ce qu'on soigne le fait que les gens, parfois, ont envie, de manière toute douce, de se débarrasser d'eux-mêmes? Laissez-les vivre, d'accord, mais laissez mourir les gens. Parfait. Tout ça, brillant, comme d'habitude. Systématiquement pour oublier les amis de ma femme. Et voilà, merci à tous. Frédéric Collégas, merci. Nathalie Delatte, merci. Michel Reynaud, merci. Patrick Buchan, merci. Merci à tous les quatre d'avoir été avec nous. Merci à Yann pour sa conclusion. Et maintenant, c'est l'heure des récompenses qui peuvent faire mal. Les Moix d'or. Alors Yann, on commence avec Christophe Castaner. Alors c'est les mauvaises plaisanteries cette semaine. Christophe Castaner, lui, est toujours ministre de l'Intérieur malgré le remaniement. Alors selon les indiscrets de notre ami Nicolas Demenac, dans Challenge, Macron aurait dit à Castaner « J'ai eu tort de te nommer, sache qu'après le préfet de police que nous avons démissionné, le prochain, ce peut être toi. » Ah ouais. Alors Castaner, Thierry, fera en effet un excellent ministre de l'Intérieur à l'extérieur. Quant à Macron, s'il avait vraiment compris quelque chose aux Gilets jaunes, il saurait que le prochain, ce peut être lui. Ouais. Car nous avons, nous aussi, eu tort de le nommer. Alors Audrey Pulvar. Selon le Figaro, notre ami Audrey Pulvar va s'engager auprès d'Anne Hidalgo pour les municipales de 2020. Après la fermeture des voies sur berge, l'ouverture des voies sur barge. Oh là là. C'est un peu comme la corrida, les banderies. Ah, François Hollande. Alors, François Hollande estime, c'est son avis, il a le droit, que l'arrivée de l'extrême droite au pouvoir en France est imminente. Alors, il est facile d'annoncer le pire, Thierry, quand on a incarné le rien. François Hollande a inventé mieux que l'impuissance, il a inventé l'impouvoir. Il n'a pas seulement pas gouverné la France, il l'a ingouverné. C'est pas la même chose. Il l'a irreprésenté, il l'a désymbolisé. À l'instant où il a quitté l'Élysée, il nous a semblé qu'il y entra enfin. Un tout petit peu. Si peu. Oh là là, bien. Guillaume Gallienne. J'aime beaucoup Guillaume Gallienne. C'est quelqu'un qui a beaucoup de talent, on l'apprécie tous. Mais là, il m'étonne un peu. Il va adapter Proust à la recherche du temps perdu dans les années 1970, 1980, 1990. Ensuite, il va passer à Ceux de 14 de Maurice Genevoix. Ça se déroulera en 1975. 93 de Victor Hugo, qu'il va placer en 1968. L'été 36 de Bertrand Parot-Delpech, qui se déroulera à l'hiver 1992. 2001, Odyssée de l'espace, qui se déroulera en 2002. Et la plus grande des aberrations, mes chers amis, est-ce que vous savez quand est-ce qu'il va placer l'action de 1984 de George Orwell? En 1984. On va être con. Alors, Laurent Ruquier, alors là, je suis inquiet quand même. Laurent est un ami.
Laurent Ruquier, qui est mon ami, a fait une nouvelle blague sur l'âge de Brigitte Macron. Ah oui. Se faisant même interpeller dans sa propre émission par Christine Angot. Alors, mon cher Laurent, je m'adresse à Laurent Ruquier, franchement, la prochaine fois que tu veux faire une blague sur l'âge des femmes, appelle-moi. Parce que, je veux dire, Thierry, quand je marche dans la rue maintenant et qu'une femme de plus de 50 ans me regarde, j'ai l'impression d'être le temps qui passe. Elle me reproche que le temps et les années passent. Vous savez comment on m'appelle dans le milieu des femmes de plus de 50 ans? Salman Rushdie. Ah oui, d'accord. Merci Yann. On se retrouve après la pub pour la suite du Terrien du samedi. À tout de suite. Bonsoir les Terriens du samedi. Re-bienvenue dans l'émission qui vous aide à vous faire votre panthéon en compagnie de Laurent Baffie. J'accueille Elsa Fayer, Michel Simès et François-Xavier Devaison. Bonsoir à tous les trois. On commence avec Michel Simès, animateur préféré des Français. Les gens vous idolâtrent. Vous êtes à un niveau où si vous décidiez d'écraser un bébé chat à coups de pelle, vous seriez toujours l'animateur préféré des Français. Ouais, mais je le ferai pas. Le bébé chat. Il faut dire que Michel Simès est le seul médecin que les Français ont les moyens de voir régulièrement. Et moi, vous savez que je suis 46e. 46e. Juste avant Goebbels, c'est-à-dire. Ah ouais, il y en a que 50 qui sont classés. Ah, c'est catastrophique. Ouais, je suis 9 millième, alors ça va. Hein. Qu'est-ce que je pourrais faire là maintenant pour que les gens m'aiment un peu plus? Mais 46e, c'est bien. Ah bon? Du moment que vous êtes dans les 50. Le jour où vous disparaissez, Thierry, là, faut arrêter la télé. D'accord. Voilà. C'est un peu le conseil du premier de la classe. Il fait du coaching. Il fait du coaching en plus. Ouais. Mais il les a tous plantés. Même Nagui, qui était celui qui lui résistait, il a fini par le planter. Oui, mais Nagui s'est planté tout seul. Ouais, Nagui, j'ai pas eu grand-chose à faire. Il y a un moment où on se rend compte qu'il y a une imposture, quand même. Oui. D'ailleurs, pour ça que Michel a accepté le talk show, il s'est dit, si Nagui en fait un, après tout... J'ai accepté le mien, et c'est surtout que j'ai accepté aussi de faire un talk show avec Nagui pour l'aider à remonter un petit peu là. Voilà, ça c'est... Si vous pouviez faire un talk show avec moi... Avec grand plaisir. Mais quand vous sortez de chez vous, le soleil se met à briller, les nuages se dispersent, les gens pleurent de joie quand ils vous croisent dans la rue. Je privatise la route qui va de chez moi à mon bureau. Ah oui. Vous êtes obligé, oui. Obligé. Moi, je suis 46e. Bon. Mais vous avez été... Vous n'avez jamais été au-dessus. Alors, depuis toujours, même à l'époque où je faisais 2 millions de samedi soir, je faisais toujours 46e. Fou, ça. Ouais. C'est bizarre. Et c'est toujours la même place, 46? Toujours, oui, 45, 46. Ça fait 20 ans que c'est 46? Voilà, ouais, toujours. Et j'arrive pas à monter. Alors, il y a un truc qui pourrait vous faire régresser au classement, c'est votre position sur les gilets jaunes. Non. Que vous disiez du mal de Maxime Nicole et d'Éric Drouet, ça peut se comprendre. Mais à un moment, vous avez dit quand même, il faudrait peut-être interdire les manifs. Et là, je crois que nos amis téléspectateurs, quand ils vont voir ça, ils vont arrêter de voter pour vous premier. Eh ben, on verra. Et parce que je suis pas sûr que mon avis soit... Alors, quand j'ai dit qu'il fallait arrêter les manifs, j'ai dit qu'il y a un moment, il faut... D'abord, effectivement, les deux leaders, vous faites référence à une émission de Yann Barthès quotidien où j'avais dit... On m'avait dit, vous avez un médicament contre la connerie, qu'est-ce que vous en faites? Je lui dis, je le coupe en deux et je le donne à chacun des deux, parce que quand même, ils tiennent des discours qui sont insupportables. Et voilà, j'assume complètement ce que j'ai dit. Après, les manifs, je dis simplement qu'à un moment, il faut arrêter, écouter ce qu'on propose, et si ça ne convient pas, continuer. Mais reprendre les manifs. Mais il y a un moment, il faut écouter aussi. Il faut savoir écouter. Vous rattrapez bien, là. On voit pas pourquoi il coupe le médoc en deux, il n'y a rien pour un nona, du coup. Tu connais ça? Alors
Jean-Michel, nous parlerons donc de votre talk show, donc tous les mercredis, en deuxième partie de soirée sur France 2. Alors moi, j'ai 22h40. Méfiez-vous quand même, parce que France 2... ça peut être 23h15, comme ça. Hein. Mais vous savez ce qu'on dit, plus vous commencez tard et plus vous finissez tard, plus vous avez des parts de marché. Voilà, c'est vrai. Vous avez moins de monde, mais plus de parts de marché. Vous connaissez toutes les ficelles. Ah bah tu penses. Maintenant, ça y est. C'est un vrai animateur maintenant, et puis il marche bien. Alors François Xavier Demaison, bonsoir. Alors François Xavier Demaison, n'exagérez pas quand même. Nous parlerons de les dernières, donc votre spectacle à l'Olympia 18 et 19 avril prochain. Quelle carrière quand même, hein. Aujourd'hui vous êtes acteur, producteur de cinéma, producteur de séries, propriétaire du théâtre de l'Œuvre à Paris, et vous trouvez encore le temps de monter sur scène. C'est formidable, parce que moi j'ai connu au début, hein, oui, vous arrivez, vous étiez fiscaliste à New York. Il y a 15 ans, oui. Et voilà. Oh là, ça fait mal. Et devant les attentats du 11 septembre, vous avez décidé de renouer avec votre grande passion. Exactement. La comédie. Vous quittez PricewaterhouseCoopers. Ah oui. Ce qui est incroyable, ça fait vraiment flipper de savoir que si Oussama Ben Laden n'avait pas attaqué le World Trade Center, vous ne seriez pas devenu comédien. On vous aurait pas vu dans All Inclusive. Voilà. Écoutez, je vous remercie de cet hommage. Et ça, c'est dommage quand même. Oui. On comprend. Donald Trump. Alors, vous n'êtes pas obligé de répondre, mais si la production du film avait kidnappé quelqu'un de votre famille pour vous obliger à signer le contrat, vous nous le diriez? Je vous le dirai. Ouais. Voilà, non, mais écoutez, c'était 2 mois aux Antilles, j'en garde un excellent souvenir. Voilà, vous avez lu le chèque avant le scénario, c'est ça? Oh! La bonne nouvelle, c'est qu'il n'y aura pas de All Inclusive 2. En fait, non, sur le 11 septembre, il y a une autre rumeur, en fait. C'est que les 2 avions ont été détournés pour faire écrouler donc, les 2 plus grandes tours du monde pour vous convaincre de vous lancer dans le one-man show. Sans Ben Laden, pas de bitou. Je pense que ça aurait été dramatique pour, effectivement, l'histoire du musical. Voilà, exactement, l'histoire du musical. Ah, Carlos. Bon, alors Elsa Fayer, bonsoir. Bonsoir. Heureux de vous revoir. Moi aussi. Et quand je vous revois, j'entends ça. Ouais. Sauf que c'était génial. C'était génial, une émission avec Laurent Ruquier qui l'animait, toute l'équipe. Catherine Barma qui produisait, les tests tout. Moi, j'étais juste l'inventeur du concept. On vous a pas beaucoup vu, mais Ah non, j'ai eu la chance de vous voir à Cannes. Moi, je l'ai faite plusieurs fois. Bah ouais, c'était... Je me souviens avec émotion d'Elsa. Oui, moi aussi. Ouais. Tu la regardes un peu, l'air de dire. Avec Là, il y a eu un émotion. souvenir. Moi aussi, Il a un œil un peu, tu sais, avec Il émotion. aurait bien aimé essayer. Ouais, il aurait hein. bien aimé essayer, Il n'a pas Elsa. tout essayé. Mais vous n'avez pas tellement changé, finalement. C'est vrai, vous Ah non, trouvez? vraiment, non, moi, je vous ai pas vu depuis 10 ans, mais... Je veux dire, par rapport à Christine Bravo, par exemple. Ah non, c'est exagéré. Ouais, vous avez exagéré. Alors, je me souviens, à l'époque, vous ne vouliez pas être la jolie fille. Je sais pas, je l'ai pas clairement dit, mais c'est vrai que quand je suis arrivée dans l'émission, j'étais la plus jeune. J'étais pas la plus jolie. Je pense pas que j'ai été. Je pense pas, à moins que Ah, il y a Claude Sarraute. vous m'annonciez quelque chose. Aïe, 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 mon Dieu. Ah, vous ressortez les deux, ça. Ouais. Oui, mais ça, c'était pas pendant l'émission. Hein. Il y en a C'était une autre qui est avant. encore pire, là. Voilà. Aïe, aïe, aïe. Là, vous ne vouliez pas être la jolie fille, là. C'est quoi ça? Ouais, c'est moi. C'est moi. C'est dans quoi? À l'époque, je travaillais pour une petite chaîne du groupe M6, qui était vraiment une chaîne qui avait besoin d'émerger. Et c'était très à la mode de mettre les animatrices dans ce genre de tenue, hein, parce que je suis extrêmement habillée. Et en fait, tout le monde le faisait. Toutes les animatrices du câble à l'époque Non, mais c'est le pas faisaient pour désagréable, promouvoir. Non, mais en fait, on s'en rend pas compte sur le moment. Ça fait des souvenirs, moi, je trouve. Ça fait... Ouais, quand je serai vieille, je serai heureuse. Alors aujourd'hui, vous animez 10 couples parfaits sur Ouais. TFX. On y retrouve tous les ingrédients qui font le succès de la télé-réalité, le soleil, la piscine, Et les strings, l'alcool et les fautes de français. Et
maintenant, c'est l'heure de la promo qui s'affiche. C'est shopping. François-Xavier Demaison. On commence par moi. Vous êtes ici ce soir pour votre spectacle, Les Dernières, donc, que vous jouez à l'Olympia 18 et 19 avril. Le One Man sera diffusé sur Canal. Oui, le 19. Le 19, voilà. Alors, vous êtes venu nous parler de ce spectacle il y a 3 ans. Depuis, vous l'avez joué 230 fois dans toute la France, 11 fois à l'Olympia. Et pourtant, vous n'en êtes pas lassé. Non. Je m'en lasse pas parce que je dis souvent que j'ai l'impression de servir le même menu mais à des invités différents. Ouais. Donc je passe pas la même soirée, Voilà. jamais. Voilà. Vous dites j'incarne plein de visages, différentes facettes, des personnages que j'ai rencontrés dans mes tournées. C'est un spectacle entre stand-up et théâtre. Oui, un peu. Je m'adresse au public. Je fais vivre des personnages. J'ai pris des petites photos. Je mets plus ou moins de temps à les développer et ça, je raconte mes tournées, voilà, comme un récit, comme une discussion. Et puis je fais intervenir un personnage. Voilà. Alors le premier spectacle était très écrit, très théâtral. Le deuxième c'était des sketchs. Et là c'est du pur délire. Ouais, c'est Vous partez dans tous les sens. Exactement. C'est l'exercice dans lequel je me sens le plus à l'aise. C'est la liberté, quoi. C'est la folie, pouvoir cutter quand on veut. C'est moi qui fais le montage, voilà. Et le fait que la salle soit vide, il fait ce qu'il veut. Mais c'est vrai. C'est vrai que ça donne de la liberté. Mais hein. oui, il n'y a pas de jugement. C'est vrai, il n'y a personne. Alors, c'est bon, il y a ma femme de temps en temps qui va me dire le dîner est prêt, donc viens. Alors, il y a une vanne que j'adore. Pendant mon divorce, j'ai donné beaucoup d'argent à une avocate pour qu'elle dise du mal de mon ex-femme. Ma mère le faisait très bien gratuitement. J'adore cette vanne. C'est un peu misogyne, je trouve ça. Non, c'est très bien. On regarde à quoi ça ressemble. Alors, avant, les humoristes, quand ils faisaient une bande-annonce, ils mettaient une succession de vannes. Maintenant, le mec danse sur scène. Non, mais là, c'était vraiment le petit teaser pour les 2 dernières. Hein. Mais parce qu'en plus, il y aura des invités surprises. Ah. Voilà, il y a plein de copains qui viennent faire un petit... Il y aura même des spectateurs surprises. Il y a des gens qui ne seront jamais venus, qui vont venir. Ouais. Non, il y a des potes avec qui j'ai tourné, des potes dans la vie, des chanteurs, des danseuses. Voilà, ça va être une vraie fête, ces 2 dernières. Il vaut mieux venir le 18 ou le 19 ? Faut venir les 2 soirs. Ah. Parce que je fais la première partie le 18, la deuxième partie le 19. Quand je pense que sans Oussama Ben Laden, il n'y aurait jamais eu Bitou. Ben oui, comme quoi vraiment, bon. J'imagine qu'il sera là, Bitou. Non, Bitou, c'est fini. Ah non. Ah si, j'ai arrêté Bitou. Oh non. À un moment donné, j'ai vu les premiers cheveux blancs, je me suis dit non, faut arrêter Bitou le castor. C'est comme si les Stones refusaient de faire Satisfaction. N'exagérons pas. Bah, si. Il y a d'autres choses. Ah, oui, c'est génial. Bitou est un classique, mais bon, il est dans les précédents spectacles. Oh non. J'ai tourné la page Bitou, j'ai plus faire. Pour ceux qui ne connaissent pas Bitou, Serge. C'est comment le castor? Alors si je le fais, c'est uniquement pour le Noël des animaux. Oh là. Et pour mon fils Gaston. Voilà. Pour les filles de Thierry. Voilà. Et alors là, on est passé de ça à ça. Oh. Ouais. Oh. Et quand vous entendez Marine Le Pen, faites quelle tête? Ah oui. Attention. 1, 2, 3. Oh là là. Les casseroles. Pour François-Xavier Demaison. Voilà, ça va être... Arrêtez-vous, je le connais, ça va être l'objet d'une longue négociation. Il ne va plus le faire, il fait barrage. Il sait le faire, parce que... Non, mais le castor, barrage. Castor, barrage. Jamel, c'est dites-moi pas que c'est pas vrai. Oui. Gal, c'est j'adore, voilà, chacun a son truc. Non, Michel, dis donc. Je le fais à ma fille, c'est bien. Ah, vous le faites que à votre fille, maintenant? Dans la sphère privée. Non, vous ne voulez plus faire Bitou. Non, bon, attendez. allez. Une dernière. Pour vous ce soir. Attendez. Michel, il le fait bien. Elsa. Moi, je vois pas. Attends, il y a un mouvement. Elsa. Sèche comme ça un peu. Mais Elsa, tu pourrais le faire, mais dans Elsa la tenue Voilà. des photos de tout à l'heure. Ah, j'arrive pas. Ah, j'arrive pas. Non, il peut pas. On va sécher la muqueuse.
Oh, il fait bitou. Ah, oh là là. Aujourd'hui, je me suis dit, c'est marrant parce qu'en venant faire l'émission, je me suis dit, il va refuser de faire bitou et tout. Et, bah non. Et tu me l'as fait, bah, bitou. Par amitié, par... Alors, parce que quand c'est pour faire des dessins animés, t'en fais pas qu'il fait bitou, Serge. J'accueille maintenant Bitou le Castor. Alors Bitou le Castor, qui a construit sa maison avec sa queue. Avec sa queue. Bitou, question, est-ce que tailler s'est trompé? Ouais. Thierry fait recevoir, vraiment. Hein. Bitou Castor sur scène du 4 au 9 décembre. Alors là, le phénomène m'a échappé. Ouais. Le phénomène m'a échappé. Tu vois, il y a un fan club qui s'est développé. Ça fait peur. Même. Vous faites bien le castor, mais Ardisson, c'est un peu moins bien. C'est plus facile d'imiter un castor, finalement. Je dirais qu'il y a quelque chose de l'enfance. Voilà, dans le castor, il y a quelque chose de pur, de nostalgique, ouais, une petite voix. Les vraies questions. Bitou or not bitou? Ah, voilà. Ce soir, c'était bitou. Alors, après votre divorce... Aïe. Alors, il y a une formule formidable. Il dit, j'ai divorcé avec accusé de déception. Ah oui. Quelle belle formule. Ah oui, c'est jamais joyeux, c'est jamais... Non, c'est bien. Vous êtes tombé sur la bonne, cette fois. Oui, 12 € de l'heure. Anaïs? Bah écoutez, j'espère, on verra. Vous allez vous marier? Oui. Est-ce que vous allez dire oui en imitant Bitou? T'imagines la gonzesse? Et maintenant, François-Xavier, on va voir si vous savez tout jouer. On va faire une interview, je peux tout jouer. Alors faites-moi François Cluzet, par exemple. Il y a énormément de poésie dans ce que tu fais, Thierry. Ah, t'es bon. Je suis le parent de ton gosse, hein. Faites-moi une bande-annonce de film américain. American Pictures proudly presents the true story of a man who wanted to live a new life. Academy Award winner Laurent Baffy. Coming soon. Trop bon. Oh. Faites-moi un directeur de théâtre. Ah, mon chéri, il n'y a plus rien qui marche. Il n'y a plus rien qui marche. Il n'y a plus d'acteurs, il n'y a plus... moi, je prends Baffy pour faire des entrées, mais bon... C'est pas du Corneille, c'est pas du Molière, je te le dis tout de suite. Ah, il est beau garçon, Ah, c'est tellement bien. ça. Parfait. Nicolas Sarkozy. Nicolas Sarkozy, l'imitation vintage, Ne quoi. faites pas, parce qu'après, c'est Carla. Hein, J'aime beaucoup Thierry Ardisson. Je vais vous dire quelque chose. J'aime beaucoup Laurent Baffy, on a quelques bons souvenirs ensemble. Coluche. Ça, vous savez le faire. Coluche. Vous savez le faire. Coluche, oui. Ah, vous savez faire une fleur. Comme ça. Vous la voyez, la fleur, là, Thierry? Vous n'avez pas dit en quelle saison, non plus, hein. Ah, tiens. Faites-moi un chanteur d'opéra. Malala vincerò, vincerò, vincerò. Oh là là. Faites-moi Jésus. Faut partir de ça, je pense. Faut partir de ça. Je peux pas jouer au foot dimanche, je suis suspendu. Ah, elle est bonne. Alors maintenant, on va un petit peu travailler votre acting. Faites-moi la peur. La peur. La peur? Oui. L'étonnement. L'étonnement. Ah bon? Ah bon? Ah bon? L'amour. L'amour. Je suis pas un garçon facile, Thierry. Je peux pas faire l'amour comme ça sur commande. Ah bon? Pourtant, on se plaît bien quand même. Bah, moi, je vous aime beaucoup, mais bon, vous êtes mariés. Une fois, comme ça, pour voir. Ah bon, si vous voulez, une petite branlette, mais bon. On se retrouve après la pub pour la suite du carrière du samedi. À tout de suite.
Bonsoir les gars, samedi. Bienvenue dans l'émission qui vous aide à vous faire votre panthéon en compagnie de Elsa Fayer. Très bien. Michel Simès. François Xavier de Maison. Et Laurent Baffy. On continue avec shopping parce qu'un artiste, c'est aussi un code barre. Elsa Fayer, rebonsoir. Vous êtes ici ce soir pour 10 couples parfaits, donc saison 3, du lundi au vendredi, à 17h50 sur TFX. Alors le pitch, 20 célibataires dans une villa avec piscine doivent former 10 couples parfaits en 10 semaines. C'est ça. Et tous les mercredis, on vérifie leur compatibilité amoureuse à l'aide de la Love Machine. Oui. Love Machine, je rappelle que c'est le pseudo de Michel Simès sur Net Échangisme. Love Machine. T'es outé là, tu pourras pas dire que outé. tu savais pas. Alors, c'est un format américain qui cartonne, qui s'appelle Are You the One, une émission de dating qui mélange en fait amour et stratégie. Oui, parce que c'est aussi un jeu. Ouais. Ils ont 10 semaines pour se trouver, enfin, identifier les couples parfaits. Et s'ils réussissent tous à identifier leur âme sœur, ils se partagent 200 000 euros. Non mais c'est bien, quand on comprend la mécanique, c'est marrant. Faut comprendre la mécanique. Hein. C'est un peu comme Parce le qu'en fait, mastermind. là, j'ai dit une connerie, mais exprès. En fait, ils sont pas 20, ils sont 21. Alors, cette année, il y a 21 garçons pour 20 filles, ce qui veut dire qu'une fille est compatible avec 2 garçons. Et ils baisent à 3. Il y en a... Écoutez, moi, je m'occupe pas trop de ça parce que ça m'intéresse pas. Mais ils ont une love room qui est à disposition. Ah, ils ont une love room quand même. Ouais. Bien sûr. Et l'eau de la piscine était filtrée. Non, mais vous rigolez, mais en fait, ils vivent en communauté. Il faut se mettre un petit peu... Voilà, c'est un jeu dans lequel ils ne se connaissent pas en arrivant. Ils vont vivre en communauté pendant 10 semaines sans se connaître, donc ils doivent créer des affinités, se faire une place. L'intimité, c'est pas vraiment ce qu'il y a de plus facile quand on partage une chambre à 10. Donc, ils ont une love room, mais c'est pas un endroit qui est filmé. Ça fait pas partie de la stratégie du jeu. La love room. Je connaissais la love machine, maintenant il y a la love room. Il y a les deux. Ils réservent comme au tennis. Oui. Non, mais généralement, ils se l'accordent. C'est pour un double. C'est bête, vous êtes bête. Mais non, ils se la refient. Enfin, C'est une MST en fait. On regarde à quoi ça ressemble, Serge. C'est du love partout. Je tourne la tête. Bisous. Je tourne la tête d'un autre côté. Rapprochement. J'ai jamais dit, c'est toi mon match. Tu me parles pas, je te connais Mais moi pas. je m'en fous. Calme-toi et parle normalement. Arrête-toi, c'est bon, ok? Ils sont 20 célibataires. Ils doivent reconstituer 10 couples parfaits. un faisceau lumineux, c'est un couple parfait. 10 faisceaux lumineux, ce sont 200 000 euros à vous partager. Les 200 000 euros, ils sont pour moi, d'accord? Entre raison et sentiment, Tu m'as blessé. J'ai tout gâché. J'ai vraiment envie de repartir avec les 200 000 euros. vont-ils trouver leur match? Moi, je te kiffe. On est bloqués, les gars. C'est un truc de fou. 3, 2, 10 couples parfaits, nouvelle saison inédite, lundi à 17h50 Et voilà. sur TFX. 10 couples parfaits sur TFX. Moi, ça me fait dire que j'ai vraiment besoin de vacances. Et pourtant, tu as pris all inclusive. Oui. J'en garde un très bon souvenir. Et c'est que des couples hétéros? C'est que des couples hétéros pour une raison qui est très simple, c'est qu'au niveau des probabilités, s'il n'y a pas que des couples hétéros, ça complique beaucoup le jeu. Comment on juge la perfection d'un couple? Alors c'est un matchmaker dont c'est le travail, donc c'est à la fois un psychologue et un peu une marieuse, si on doit simplifier un petit peu les choses, qui les reçoit individuellement, qui essaye de comprendre qui ils sont, ce qu'ils souhaitent dans la vie à l'instant T, bien sûr, parce qu'ils sont relativement jeunes, quelles ont été leurs déceptions amoureuses, leur parcours, et qui va poser face à eux une personne qui va leur correspondre. Mais toute la difficulté du jeu, c'est de la trouver. C'est pas mal. Elle est face à elle. Ils sont plusieurs sur une fille. Ou qu'il y Qu'est-ce en a qui se une passe qui dans ce voit cas-là personne. quand ils sont plusieurs sur une fille? Ça fait un film. Ça fait de l'enjeu, en fait. Ah, c'est parfait pour les gosses à 17h50. D'abord parce que ça leur évite de faire leurs devoirs, ce qui est quand même déjà bien. Et ensuite, quand ils voient les candidats, ils ont l'impression d'être cultivés.
Non, Alors- il parle bien dans l'émission. Alors, vous êtes parfaite, donc vous dites je suis à la fois la maman, la bonne copine, la mère fouettard, enfin, c'est un job, quoi. Ouais, c'est un job, j'ai 3 enfants, ça me change pas de la maison. Peut-être à la maison, ils jouent moins avec leur kiki que dans le... T'en sais rien. Donc, la télé-réalité, vous avez fait un petit peu une spécialité. Vous avez fait Qui veut épouser mon fils, Mon incroyable fiancé, La villa des cœurs brisés, voilà. Hein. Vous voulez pas ouvrir une agence matrimoniale, ce serait plus Bah simple. écoute, j'y pense. Ouais. J'y pense parce que, en fait, Vous y connaissez maintenant. Je m'y connais bien. Au début, je m'y connaissais pas du tout. Ouais. Je débarque dans Qui veut épouser mon fils. Je découvre ces histoires assez extraordinaires, cette relation que j'ignorais, qu'il y avait des mères qui étaient aussi proches de leur fils au point de faire en sorte qu'ils ne trouvent pas d'amour. Mais maintenant, ouais, je commence à être spécialiste. Là, je commence à aider les copains, les copines. Ah bah ouais, on à m'appelle force souvent. d'être une marieuse, finalement. C'est vous la marieuse, oui. Alors, si l'une de vos filles vous demandait de participer à l'émission, vous diriez quoi? Oui ou non? Moi, j'ai une fille de 20 ans, donc qui est pile dans la cible, qui pourrait. Elle me l'a encore jamais demandé. Pour le moment, elle n'en a pas du tout envie. On verra avec les 2 autres. Et si François-Xavier vous demandait de participer? Je te dirais d'abord, tu fais le castor, et après, je vois si je te prends au Bah, casting. tu fais le casting, Alors, là, on a vu Elsa Fayer, l'animatrice. Maintenant, on va passer à Elsa Fayer, la productrice. Avec juste une question. Ça en est où, Audition secrète? Ça se passe bien? Ouais, ça se passe bien. Il y a eu une première saison qui a été diffusée sur M6 cet été. Et il y a eu un accord avec la MGM pour que l'émission voyage un petit peu. C'est en train de se mettre en place gentiment. On attend de voir les adaptations à l'étranger de ce programme. C'est génial, non? Ouais, c'est canon. C'est bien. C'est comme ça. Ça fait 4 ans que j'écris des programmes. Et celui-là, voilà, ça part. On continue avec Shopping parce qu'un artiste, c'est aussi un code barre. Michel Simès, rebonsoir. Alors, à force d'être l'animateur préféré des Français, vous avez décidé d'être vraiment animateur. Ouais, animateur médecin quand même. Oui, quand même, mais Je bon, reste animateur. animateur de On vous l'émission. retrouve jusqu'à la fin de la saison, donc tous les mercredis, en deuxième partie de soirée sur France 2, avec Ça ne sortira pas d'ici. Alors, le pitch, c'est un talk avec l'argument, comme on disait au théâtre, de la consultation médicale, ce qui produit pas mal de confidences, en fait. Oui, en fait, l'idée, c'était de faire une fausse consultation, parce que bien évidemment, je ne viole jamais les secrets médicaux, ce qui veut dire que mes invités people vont sur des choses très intimes, comme ça a pu être le cas avec Claudia Tagbo, qui a parlé de son cancer du sein, parce qu'ils veulent y aller. C'est pas moi qui vais les emmener là-dessus. Moi, l'idée, c'est de faire un talk show à la fois drôle, instructif, et qui permet de connaître des gens très connu, mais par un autre angle. Et le plus beau compliment qu'on ait pu me faire de ces émissions, c'est notamment, ça a été le cas avec Laurent Ruquier, qui a fait la première, en disant on a découvert un nouveau Laurent Ruquier. Voilà. Alors, les résultats sont excellents, hein. Plus d'1 million de téléspectateurs. 37,5 de part de marché. Ouais. Bien. L'émission pourvu que la température monte. L'émission a été tout de suite sur orbite. Oui, c'est assez étonnant parce que bon, moi j'ai pas l'habitude des talk-shows, surtout en soirée. Ouais. Et quand il y a eu le succès immédiat de Ça sortira pas d'ici, des gens de la télé m'ont dit c'est incroyable parce que généralement pour installer un talk-show, surtout en deuxième partie de soirée ou en prime, il faut 2 mois, 3 mois, 6 mois, Mais 1 des an, fois jamais. ou parfois jamais. Et puis surtout, tous les invités sont d'une générosité, mais qui m'épate moi-même. C'est-à-dire que j'arrive à discuter de choses avec les invités qui font partie de leur intimité. Ils se livrent comme quelqu'un se livre en consultation avec un médecin. Alors, avec Julie Gaillet, vous avez parlé de son périnée. Oui, il faut oser. Hein. Alors, il est comment son périnée? Orientable. Périnée Alors, orientale. Ce qui est mais je vois Ce qui est génial, c'est Avec qu'en le fait, département. ils viennent chez vous faire leur promo et en même temps, ça leur fait une consultation, quoi. Gratuite, voilà. Gratuite. Et alors, je m'aperçois qu'il y a beaucoup d'hypochondriaques dans le milieu. Tous les artistes. Mais moi, Tous les artistes, si j'avais parlé de son périnée à Julie Gaillet, je serais devenu 100e au classement des animateurs. Ouais. Non mais, C'est André peu. Ardisson et tout. Vous, non.
Vous lui parlez du périnée, ça passe, quoi. Oui, mais il me parle de choses, effectivement, dont il parlerait probablement pas ailleurs. Je pense qu'à un moment, s'installe une sorte de relation vraie entre... Ils finissent par oublier qu'ils sont dans une émission de télé. Ça, ouais. Je suis médecin, donc j'essaye de... Voilà. Je les regarde quand je leur parle, comme je le fais en consultation. Enfin, c'est les mêmes... les mêmes Peut-être vous savez le faire, oui. les mêmes fils qu'une consultation. Il faut venir avec sa carte vitale quand on est invité. Non, tu viens avec des sous-vêtements propres si je t'examine, surtout. Le périnée, vous appelez ça le practice parce que c'est là qu'on tape les balles. Oui, c'est drôle, non? Oui, ça, on dit aussi le cochonnet, c'est là où tapes les boules. C'est vrai? T'as vraiment dit ça? Oui, j'ai dit ça. Ah non, mais moi, je dis des trucs pas possibles en consultation. C'est l'humour un peu médecin, cordonnier. Oui, c'est ça, voilà. Oui, salle de garde. C'est Carabin, c'est Carabin. Et puis, c'est une émission, ça me rappelle une pièce de Laurent, sans filtre. C'est-à-dire que je garde un filtre pour respecter les gens qui me parlent, mais je veux qu'on soit un peu subversif. Je veux pas de... Je déteste les précautions oratoires, le côté « Ah ben non, faut pas dire ça voilà. Très bien. Dans une émission, j'ai reçu Bruno Salomon. Je lui ai dit « Salomon, vous êtes juif. Si je dis ça, si vous dites ça dans une autre... » Les mecs, ils disaient « Mais t'es malade, tu vas pas dire un truc comme ça. » Si on le dit, ouais, c'est pas grave. On peut parler de ça, on peut parler de plein de choses. Alors, on avait parlé du périnée. À l'époque, il y avait une dénommée... Ça vous obsède, le périnée? Non, c'est pas ça, c'est que c'est vous qui en parlez dans vos émissions. Moi, j'en ai jamais parlé. Je sais même pas ce que c'était. Alors... anatomiquement, c'est chez les dames entre l'anus et la vulve. Attends, papier-crayon. et chez les hommes, entre le début des testicules et l'anus aussi. Et voilà. Alors, il y avait une fille une fille qui s'appelait Imperiali, qui avait musclé le périnée de Nicolas Sarkozy et Carla Bruni. Vous vous souvenez pas de ça? Oui, elle l'a dit, elle s'est fait virer. Elle l'a dit, je ne sais pas si elle s'est fait virer. Ah oui, une coach. Une coach qui est muscleuse de périnée. On peut se muscler le périnée. Ah oui, heureusement, d'ailleurs, les dames qui ont accouché doivent faire de la rééducation périnéale pour éviter les descentes d'organes. Obligé. Ah oui, quand on accouche, surtout par voie basse, il faut absolument remuscler son périnée pour que tout reste à sa place. Moi, j'adore mon périnée. C'est une zone vierge, je l'aime bien. Et très sensible, en plus. Est-ce que tu aimes quand on embrasse le périnée? Non, j'aime pas quand on embrasse le périnée, c'est une zone qui m'appartient, c'est une zone intime. C'est mon petit coin à moi. C'est une zone érogène, hein, très érogène. Mais pour l'homme aussi? Pour l'homme aussi. J'ignorais que les hommes musclaient leur périnée. Il serait temps de le savoir. Non, ah bon? Bah écoute, on apprend tous les jours. 3 enfants, en fait. Comment on muscle le périnée? Alors, chez la femme, c'est de la rééducation périnéale, en général, avec des appareils qu'on rentre dans le vagin pour demandant à la femme de contracter. Le hasard, c'est incroyable. Et chez l'homme, on n'a pas besoin parce qu'il n'y a pas de relâchement. Donc, pourquoi vous musclez votre périnée alors, les hommes? Non, j'ai pas dit qu'on le musclait. J'ai dit que chez l'homme, c'est moins grave parce qu'on n'a pas de descente d'organes. Sarkozy et Carla se sont fait muscler le périnée. Surtout Carla, à mon avis, parce que je vois pas en quoi. Madame Imperiali, je sais pas. Donc je rappelle, tous les mercredis. Qu'on ne parle pas que de périnée dans l'émission. Le périnée, en deuxième partie de soirée sur France 2. Ça s'appelle « Ça ne sortira pas d'ici ». Le titre, vous l'avez trouvé dans une partouze, non? Ouais. Le vrai titre, vous savez ce que c'était? Oui, un suppôt et au lit. Un suppôt et au lit. Et Madame Ernotte n'a pas voulu. Non, c'est pas Madame Ernotte qui n'a pas voulu. C'est quelqu'un d'autre dont je ne parlerai pas, et je ne citerai pas son nom, mais qui probablement, et d'ailleurs, je le lui ai dit en face, le jour où on m'a refusé ça, je lui ai dit « Est-ce que tu as eu un traumatisme avec un suppôt dans ton enfance ?» Oui. Autant vous dire que je n'ai plus aucun contact avec cette dame à France Télé. Elle pense peut-être que, vous savez que les suppositoires, les gens les mettent à l'envers. Oui, exact. Il ne faut pas le mettre du côté pointu, il faut le mettre du côté coupé, parce que pour des raisons anatomiques, quand vous le mettez du côté pointu, les sphincters vont le laisser ressortir. Alors que si vous le mettez à l'envers, c'est pas ergonomique. 40-50 suppos. Et tout de suite. Tu vois? C'est pour ça, ce sale goût dans la bouche, j'avais pas compris. On regarde à quoi ça ressemble, Serge. Votre nom, moi et prénom, j'ai pas du tout Alex Wieczorek. J'ai Alexandre Wieczorek. Wieczorek. Polonais d'origine, ouais. Votre nom, c'est celui qui rapporte le plus de points au Scrabble. De tous les humoristes. Il y a les W, les machins, un Z, un K. Il y a 3 fois 10 là. Vous faites partie de la diaspora belge qui est venue piquer le boulot des humoristes français, c'est ça? On appelle entre nous le grand remplacement. Mais... On va vous faire passer le test de Rorschach. J'ai jamais réussi à le prononcer. Vous parlez pas allemand. Vous connaissez le test de Rorschach? Oui, le papillon. Voilà. En fait, vous allez me dire ce que vous voyez. C'est un gros suppositoire, en fait. J'ai jamais vu ça. En Belgique, on ne sait pas ce que c'est. Mais vous n'êtes pas prêt de le savoir. En bleu, alors. Et là? Comme vous, gros dégueulasse.
C'est pas mal. C'est très drôle. Et puis, cette émission qui va donc être celle de mercredi prochain, avec André Dussolier, Scheim, qui est sublime, très très belle et intelligente, et avec Alex, qui est très angoissé. Ouais. Vous allez voir que ce qui est vraiment Alex Vizorek, je peux vous dire que... C'est nous, on le connaît, mais pas complètement, effectivement. Vous allez voir qu'il est c'est un grand angoissé de la ville. Ah oui. Ce qu'il faut dire, c'est que c'est tourné juste à côté d'ici. Hein. Le plateau qui est là. Et on va voir, on va y aller, on va voir. Ah ben voilà, on est là, regarde. Ah ben oui, c'est juste à côté. Viens, mon petit. Il n'y a pas de lumière, il n'y a rien. Ah ouais, mais c'est formidable. Ah, c'est dommage, il n'y a pas de chèche. Je vous aurais interviewé. Bah ouais. Eh ben moi, je suis... T'es assis où, toi? Je suis là, derrière le truc, et puis les invités sont ici sur les chaises. Ouais, alors interview-moi, pose-moi une question, tiens. Alors, on sait que vous avez eu une vie au début, Thierry, qui n'était pas forcément une vie recommandable. Oui. Vous avez eu beaucoup d'excès. Oui. Des addictions. Oui. Comment vous avez réussi à lâcher tout ça? Honnêtement, quand à un moment j'étais accroché à l'héroïne, et ça m'a énervé. Ça m'a énervé de dépenser autant d'argent, d'être obligé d'attendre les dealers. Et j'ai trouvé qu'il y avait plus d'inconvénients que d'avantages. Donc j'en ai eu marre, en fait. C'est très marrant parce que j'en ai eu marre. Mais en avoir marre ne suffit pas toujours pour non, se mais sevrer. après, il y a eu de la volonté. Donc j'ai rien pris. J'ai pris ni Subutex, ni Méthadone. Je suis parti en Californie. Et pendant... je suis passé 3 mois en Californie à faire du jogging, à essayer de me reconstruire. Et ça m'est arrivé avec les cigarettes aussi. C'est-à-dire qu'à un moment, j'en ai eu marre d'avoir la gorge sèche, de me réveiller en toussant, et j'ai choisi la vaporette. Est-ce qu'on réussit à ne plus jamais avoir envie de drogue quand on est sevré? Non, j'ai plus d'envie d'héros. J'ai envie de cigarette, mais plus envie d'héros. C'est plus dur de décrocher de la cigarette que de l'héroïne. Viens, mon petit, viens. Donne-moi la main, papa. Oh, oui. À côté, tu veux pas tirer la boule noire? Avec ma chance, je vais la tirer. Ah bah là, t'en as d'autres, là. Ah, il fait vide, hein. Bah, vous nous avez manqué. Ouais, c'est ça. Et maintenant, c'est l'heure des infos de Viso. Alors, ce que je voudrais dire avant toute chose, c'est que je suis allé avec ma chère et tendre voir votre spectacle vendredi dernier. Franchement, c'est excellent. Vous avez bon goût. Attention, jingle. On y va, on commence par la politique française. Remaniement cette semaine, évidemment. Sibeth Ndiaye, Amélie de Montchalin et Cédric O entrent au gouvernement. Alors, Cédric O, donc les noms de famille des ministres, c'est comme les engagements de campagne de Macron, ils sont pas terminés. Et autre surprise au gouvernement, Sibeth Ndiaye, voilà, elle a déclaré « La France m'a beaucoup donné, à mon tour de lui rendre ». Et c'est vrai que la France lui a beaucoup donné. Et à 9000 boules par mois, la France va continuer à lui donner beaucoup. Et au total, Macron, en 2 ans, il a déjà nommé 50 ministres. Alors après, qu'on vienne pas me dire que ce gars-là fait rien pour l'emploi, il a quand même trouvé du boulot à 50 personnes qui sont pas que des flèches. Donc c'est quand même chapeau à lui. Merci d'accompagner. Bon, c'est bon, ça. Prépare un petit duo. En revanche, lui-même, Macron, apparemment, ça va pas fort. D'après le Parisien, il est proche du burn-out, rincé, isolé. Ouais. En fait, il est dans le même état que tous les Français depuis qu'Emmanuel Macron est devenu président. Et si ça continue à aller aussi mal pour lui, il va finir sur un rond-point avec un gilet jaune à demander sa propre démission. Macron, qui cette semaine est allé en Corse. Le maire de Bastia a d'ailleurs appelé, pour s'en plaindre, une journée île morte. Une journée île morte, bon, ça surprend en métropole, mais en Corse, ça s'appelle l'heure de la sieste.
Et on va passer au Chirac. Au Chirac, alors ça c'est un peu l'info de la semaine, elle a parlé, Claude Chirac, la fille, et elle dit en fait, elle se tapait le travail et il en récoltait les fruits. Alors aujourd'hui ça a bien changé, hein. Autant c'était Jacques qui récoltait les fruits, autant maintenant c'est Bernadette qui a récolté le légume. Ouais, c'est là. Moi, je suis belge, je me rends pas compte. Politique internationale, d'un légume à l'autre. Algérie, Bouteflika démissionne. Voilà. Pour la première fois en 20 ans, l'Algérie s'est réveillée sans Bouteflika à sa tête. Et comme tous les jours depuis 20 ans, Bouteflika ne s'est pas réveillé. Passons aux États-Unis. Elle est noire, homosexuelle, mère de famille. Lori Lightfoot est la nouvelle maire de Chicago. Eh bien, je peux clairement vous l'annoncer, il n'y aura pas de jumelage entre Chicago et Béziers cette année. Pologne, des prêtres brûlent des livres, des sagas Harry Potter et Twilight. Alors, je ne comprends pas cette haine contre Harry Potter. Un jeune qui joue avec sa baguette magique, ça devrait plaire aux prêtres. Allez, j'ai une petite page médecine pour vous, Michel. On commence, voilà. Contraception. Une pilule masculine donne des premiers résultats encourageants et c'est vrai, ça a l'air plutôt efficace. Depuis l'invention de la pilule, aucun homme n'est tombé enceinte. C'est quand même ainsi. C'est vrai. Incontestable. Autre expérience, on a appris l'existence cette semaine, la NASA recherche des volontaires pour 16 500 €. Restez allongés 2 mois. Réaction sur Twitter, évidemment, de Michael Schumacher. Épargnez-vous les 16 500 balles. Si vous voulez, je fais ça depuis des années gratuitement. Autre info. Une femme accuse son dentiste d'avoir introduit son sexe dans sa bouche pendant une consultation. Oh. Heureusement qu'elle n'avait pas rendez-vous chez le proctologue. Oui. Je l'ai fait rapidement parce que je sentais qu'elle pouvait venir de là, celle-là. Puis j'aurais même pu la compléter. Mais voilà. Sans transition, justement, les sondes vaginales et rectales seront désormais désinfectées après chaque utilisation. C'est l'info. C'est vrai. Toutes nos pensées vont aux gens qui ont dû passer un examen vaginal ou rectal avant cette décision. Et on termine cette partie raffinée par une décision de la justice australienne. Apparemment, péter sur ses collègues n'est pas du harcèlement. Oui, apparemment, c'est une décision du juge de paix, évidemment. Ben oui. C'est là. C'est là, elle est brillante. Elle est bien, oui. Vous savez pourquoi on le fait? Parce qu'on dit toujours paix retenue, furon cul. Ah ouais. On va faire un truc ensemble, Michel. C'est possible. Conso, Auchan reconnaît avoir vendu des sacs bananes avec une croix gammée en Pologne. C'est terrible, c'est choquant. Enfin, qu'en 2019, on vend encore des sacs bananes. People. Divorce au bout de 4 jours. Nicolas Cage s'est marié sur un coup de tête car il était trop saoul. Faudra quand même penser à vérifier que Christophe Castaner n'a pas passé la bague au doigt de Clara l'autre soir. Et après, Nicolas Cage, en fait, j'ai l'impression que... certes, il s'est marié parce qu'il était ivre, mais je pense que son styliste a également profité de son état pour se foutre de sa gueule à quelques occasions. Mode, justement, Emma Coronel, la femme d'El Chapeau, crée une ligne de vêtements. Ça doit lui faire tout bizarre de créer une ligne qu'on ne peut pas sniffer. Mais je pense que ça va être une chouette ligne. Il y aura de tout, d'El Chapeau melon, des chapeaux de forme, des chapeaux de cow-boy. Bon, il y a les enfants aussi. Il y a des enfants qui regardent, il faut qu'ils en pigent une de temps en temps. Allez, les brèves. Haute-Garonne, une femme déclarée morte par son médecin reprend vie sous son linceul. Attention, peut-être que Bouteflika va revenir quand même. En France, au dernier comptage, 40 ours peuplaient les Pyrénées. Et voilà, ça y est, on a retrouvé les 40 qui ont voté Jean Lassalle à la dernière présidentielle. À Rennes, fausse alerte à la bombe. En gare de Rennes, en fait, l'auteur de l'appel ne voulait pas rater son train. Franchement, ils n'ont pas été finaux, les gars, parce qu'ils auraient dû se rendre compte quand le type a appelé et qu'il a crié « à la wagon-bar », évidemment. Passons à l'artiste de la semaine. Ah, ça j'aime bien. Chaque semaine, je vous propose un artiste, un musée à visiter. Ah oui, et là, il faut aller à Londres pour le voir. Juan Cornella, c'est un Espagnol spécialiste du non-sens et de la satire de l'époque et de l'humour noir, bien sûr. Il a plus de 4 500 000 followers sur Twitter, 2,5 millions sur Instagram. Moi, j'aime beaucoup ce qu'il fait. Il expose à Londres jusqu'au 4 mai. L'exposition s'appelle I'm Good, Thanks, ce qui veut dire je vais bien, merci. Quand on voit les thèmes qu'il aborde, notamment celui-ci, on se dit heureusement qu'il va bien. Il a une fascination pour les selfies. Alors ça sera la première partie. Voilà, on comprend assez vite ce qu'il pense. Hein, là, on reconnaît bien Bernard de la Villardière qui prépare une émission consacrée à la banlieue. Ouais, encore ici, voilà, celle-là, elle est super. Émouvant. C'est la dernière photo d'Angelina Jolie avec un de ses futurs enfants.
Et celle-ci, ben voilà, il essaye sans doute de nous dire qu'il y a beaucoup de trous de balles sur les selfies. Mais il y a d'autres thématiques, évidemment. Voilà, on reconnaît l'illustration d'un proverbe espagnol, pas de bras, pas de holà. Plus dur, un homme qui joue de la guitare et une jeune femme qui saigne des oreilles, soit le quotidien de Francis Lalanne. Autre dessin, voilà, Véronique Courgeot s'est mise au basket et... Alors ensuite, eh bien, on va reconnaître Michel Simès qui livre un diagnostic clair à son patient. Monsieur, c'est sûr, vous avez une bronchite. Et parfois, c'est des réflexions sur plusieurs cas. J'aime bien celle-là, voilà, qui résume comment on maquille un crime aux États-Unis pour échapper à toute poursuite. L'assassin de la petite vieille l'a peint en noir. Et c'est elle qui est arrêtée dans la dernière case. C'est très malin et assez drôle. Et encore 2-3 pour terminer. Voilà, les frères Bogdanov vont au solarium. Et la dernière, qui nous prouve que le grand gagnant des 12 coups de midi, Christian Quesada, avait sans doute sauté une classe en primaire. Allez, à Londres, ou bien abonnez-vous à Juan Cornella, parce que là, c'est comme la politique, c'est pas parce qu'on ne comprend rien qu'on peut pas en parler. Et voilà, c'était Alex Vizorek. À la semaine prochaine. Voilà, c'était les Terriens du samedi, avec François Langlais, Michel Simès, Elsa Payer, François-Xavier de Maison et Laurent Baffy. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission. À demain, 18h45, pour les Terriens du dimanche, avec Louis Alliot et Jean-Luc Lahaye et Jérôme Star. Salut. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.